Je vais présenter Monsieur Éric Vessy, qui a l'honneur donc de venir faire cette conférence sur le Moyen-Orient. Alors, si j'ai bien fait mes recherches sur Internet, vous êtes docteur en biogéochimie de l'environnement. C'était l'intitulé, effectivement. Voilà, et vous avez fait une thèse à Bordeaux sur l'hydrologie et la qualité de l'eau du bassin de Garonne et sur le cycle régional du carbone. Ouais, alors, si je peux préciser, c'était mon directeur de thèse qui avait eu une idée que je pensais qui était géniale et qui aurait pu, hélas, enfin, qui n'a pas été, hélas, continuée. On a mis en place un réseau, je pense que j'en souviens, Bernard, de prélèvements, entre guillemets, à l'échelle de bassin Adour-Garonne. Donc, il y a le grand bassin de la Garonne et de la Dour jusqu'aux entrées d'estuaires, on en parlera peut-être un petit peu. Et c'était des lycéens, nos échantillonneurs automatiques, entre guillemets, 3000 lycéens, donc ça s'appelait L'Afrique au fleuve. C'était de la science participative. À l'époque, on ne disait pas ça, mais c'était de la science participative à grande échelle. Et moi, j'ai étudié plus précisément dans ce cadre-là tout ce qui est hydrologie, et je continue à suivre les débits de la Garonne, on peut en parler d'ailleurs en intro, le cycle régional du carbone, tout ce qui est matière en suspension, et puis en plus, comme on avait donc, on a fait la politique des petits tas, comme disait mon directeur de thèse pour le financement. On a eu de EDF, de la Lyonnaise des Eaux, et la Lyonnaise, en rentrant dans le coup, nous a demandé de faire les flux d'azote et de phosphore entrant dans l'estuaire. Donc, moi, je me suis attaché aussi à ça, au cycle régional du carbone. Donc, ça m'a permis de rentrer dans des questions hydroclimatiques sud-ouest et de continuer à les suivre encore aujourd'hui. Et voilà. Vous étiez déjà en avance sur les... Je Bon, pense qu'en tous les cas, problématiques, au mais niveau pédagogique aussi, je pense qu'on avait un petit peu d'avance. Donc, c'est suite à cela, un petit peu, cette expérience que vous avez constitué l'association Terre et Océan, Ouais. effectivement, qui a démarré en 2000, donc qui est une association de médiation scientifique et qui travaille effectivement sur le thème eau, fleuve et climat. Exactement. Alors, elle avait commencé un peu plus tôt, en 1995, pendant que j'étais justement en début de thèse. On s'est regroupé avec une dizaine de doctorants du laboratoire EPOC, je pense que certains connaissent bien, qui est devenu encore plus gros aujourd'hui. C'est la station marine d'Arcachon. C'est une grosse partie donc, de géologues, de biologistes, de sédimentologues, etc. Et d'hydrogéologues aujourd'hui, d'où le magazine Eaux souterraines. Bref, et donc on s'était rassemblés, ça s'appelait Océan parce que moi j'étais minoritaire en tant que bassin versant et que mes camarades qui travaillaient sur le trait de côte étaient majoritaires. Donc on a commencé de 95 à 98 et puis après j'ai repris la structure en 2000 effectivement. Okay. Enfin, un peu avant. Et donc maintenant, le siège se trouve à l'Aquaforum à Bordeaux-Bègles, ouais. sur le site de Drake d'Arsens. Sur les bords de Garonne. Et c'était un des premiers bâtiments, j'ai vu, passif d'accueil grand public. Ben, en 2004, quelqu'un est venu nous voir et nous a parlé de maison passive. Je dis waouh, c'est quoi ça? Donc on avait un projet de pérennisation d'un lieu d'accueil que certains connaissent bien, qui s'appelait les Aquaforums, qui était un algéco posé provisoirement pour chaque année, donc ça a duré 12 ans, sur les bords de Garonne. Et on a donc mené le projet de maison passive, et c'est vrai que alors, on a mis un peu de temps, hein, et ça s'est construit en 2012, mais c'est le premier lieu d'accueil public, en tous les cas, conçu sous le terme de maison passive. Donc après avoir évidemment été conseillé de près et de loin par des architectes allemands qui avaient là, pour le coup, là, eux aussi, un certain nombre d'années d'avance. Ok. Ensuite, bon, vous devez faire quelques publications. Déjà en 2003, la planète brûle ses réserves et nous entraîne vers des temps chaotiques. Donc, on parlait encore peu de changement climatique à l'époque. Ouais. Déjà, c'était chez les scientifiques, c'était déjà un sujet qui se suite à un des premiers rapports importants, enfin, ils ont tous été importants du GIEC, mais enfin, qui a peut-être un petit peu plus marqué, puis après la conférence de Johannesburg, aussi à l'époque. Le fameux discours de Chirac, notre maison brûle. Notre maison brûle. Entre 2007 et 2013, vous avez parcouru le Sahel, qui était effectivement une des frontières avancées du réchauffement climatique. C'était une des premières zones impactées. Et suite à ça, vous avez fait quelques reportages, et donc sur YouTube, on peut aller voir le Sahel, zone hydroclimatique sensible. Alors, oui, il y a eu un film qui a été fait, puisque cette collaboration, il y a eu une collaboration avec l'Institut de recherche pour le développement sur les circuits culturels et scientifiques que j'ai fait sur le fleuve Niger au Mali, donc sur le delta intérieur du fleuve Niger. Je ne sais pas si Tombouctou, Djenné, pour ceux qui connaissent un petit peu la région, zone très sensible. Et la preuve, il y a des gros problèmes aujourd'hui. Et puis c'est difficile d'y revenir dans les mêmes conditions qu'à l'époque.
Et donc, il y a eu un film donc, fait par Bernard Surug, élève de Jean Roux, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui m'a accompagné sur le premier voyage et qui a fait un film qui s'appelle Un fleuve nommé Niger, et qui est visible, effectivement. Ensuite, en 2016, vous avez réalisé un documentaire sur le Bangladesh, Mhm. effectivement sur les risques climatiques. Ça c'était quelques semaines après la COP21, Voilà. où effectivement les réfugiés climatiques, c'était bien une réalité au Bangladesh déjà. Ah oui. Effectivement, donc ce film est disponible, je crois aussi sur Sur la Internet. chaîne YouTube aussi. Et je vous conseille de le regarder éventuellement. En période Covid, vous avez réalisé une série de podcasts avec l'Agence de l'eau, notamment sur l'estuaire Ah oui. de Garonne face à l'océan. Alors, c'est avec le SMIDEST, plus précisément, mais il y avait le soutien de l'agence de l'eau, mais c'est le syndicat de l'estuaire. C'est le syndicat d'estuaire, d'accord. Et quelques ateliers en visio pour mieux faire connaître l'eau du robinet, notamment effectivement pour l'origine de l'eau, la qualité et la problématique de la recherche des nappes souterraines. Voilà. Et le magazine qui va avec. Et le magazine qui va avec, effectivement, que vous avez à votre disposition, que vous pouvez prendre à la sortie. Voilà, avec un objectif, c'est un message très fort, effectivement, c'est que les nappes fournissent 96% de l'eau potable girondine. Elles sont localement surexploitées et elles se rechargent doucement sur des milliers d'années. Donc, le message à passer, c'était effectivement préserver et réduire la consommation. Voilà. Terre et Océan, ça publie aussi des magazines. Donc, un que vous avez amené, c'est Chaos hydroclimatique des régions sensibles. Et c'est en rapport avec la conférence que M. Vessi va nous faire maintenant. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci pour cette présentation et pour l'invitation à faire cette présentation. Effectivement, j'ai de porter donc 2 magazines. Celui sur les eaux souterraines qui est complété par 4 interviews filmées disponibles sur notre chaîne YouTube. Et puis, donc, on a un gros partenariat aussi depuis pas mal d'années avec le SMEGREG, le syndicat de gestion de l'eau de Gironde, dont le directeur Bruno de Gressac est hydrogéologue lui-même et très attentif aussi à tout ce qui est transfert de connaissances vers les petits publics, entre guillemets, les scolaires, je parle, et le grand public. Et puis, donc, le deuxième, c'est celui-là qui a un peu, effectivement, il y a deux articles, un sur le Nil dont je vais parler, et puis l'autre sur la Mésopotamie, qui sont un peu en lien avec ça. Les activités de l'association, vous les avez en troisième, en quatrième de couverture, et puis un petit peu aussi des éléments d'historique. C'est pour ça que je vais ouvrir le magazine tout à l'heure pour voir tout ça. Alors, moi, je vais vous parler du Moyen-Orient. Alors, je fais une série de cours à l'Université du Temps Libre sur les fleuves et l'eau. Donc, c'est 14 cours d'1 h 30. Donc, on fait un petit peu le tour du monde. On a le temps de tranquille, enfin, faire le tour du monde, c'est de l'eau et des fleuves à travers ce fil rouge. Autant, effectivement, je suis allé au Sahel plusieurs fois, au Bangladesh aussi, donc faire un documentaire. Et d'ailleurs, entre parenthèses, on travaille encore sur pas mal de projets pédagogiques, notamment là en ce moment sur le textile. Le vendredi dernier, là, j'étais avec le collège de Créon, on a toute une série d'ateliers. Et puis, le point d'orgue a été la diffusion, non pas de mon documentaire à moi, parce que c'était axé questions hydroclimatiques, surtout les réfugiés hydroclimatiques, tout ça, mais sur un film qui s'appelle Made in Bangladesh, que je vous conseille absolument si vous ne l'avez pas vu. Made in Bangladesh, et c'est vrai que je pense qu'on n'achète pas nos textiles et nos t-shirts de la même façon quand on a vu ce très beau film avec une histoire. Donc c'est un film, mais c'est pas un doc, hein, c'est pas un documentaire, mais il est vraiment, et là, passé pour des cinquièmes qui ont, je pense, été assez intéressés. Puis on débriefera tout ça. Mais tout ça, voilà, pour dire que le Bangladesh est un petit peu, pour moi, comme vous parlez des frontières avancées du réchauffement climatique, du changement climatique, le Sahel, l'Asie du Sud, et puis le troisième, peut-être, en tous les cas, même si tout le monde est un peu touché, le Moyen-Orient. Alors, je ne suis jamais allé sur place, mais donc c'est plutôt beaucoup de biblios, effectivement, et puis des docs, enfin des reportages aussi. Je me suis pas mal sourcé d'ailleurs sur tout ça. Bon, si vous voulez toute la liste après, France 24, TV5 Monde, les médias qui vont et qui font des reportages assez judicieux, je pense, sur place, et puis quelques classiques comme les dessous des cartes pour avoir aussi une vision un petit peu globale. Si vous voulez, je pourrais vous faire passer, si ça vous intéresse, toutes ces références-là. Par la suite. Mais voilà, donc j'ai développé ça lors d'une conférence il y a peu de temps à l'Aquaforum, donc suite à ça que cette proposition m'a été faite de vous le présenter. Donc voilà, le Moyen-Orient, c'est une zone, alors quand je parle du Moyen-Orient, donc c'est un petit peu tout cet ancien croissant fertile dont il s'agit, avec la vallée du Nil,
évidemment, toute la partie, alors Phénicie, là, sur cette carte, sur Israël et Palestine aujourd'hui, avec les questions, évidemment, on parlait du Mali tout à l'heure, avec les désordres hydropolitiques, hydrosécuritaires, je dis bien hydropolitique, hydrosécuritaire, parce que souvent l'eau est en arrière-plan de toutes ces questions-là. Et probablement que c'est le cas aussi, on va le voir en tous les cas plus ou moins ici. Et puis toute la Mésopotamie, donc on parle d'endroits qui sont quand même la base du développement de la civilisation à partir du néolithique en particulier, et donc d'un site, un croissant particulièrement important. La zone où l'irrigation n'était pas nécessaire donc pour cultiver la terre, avec des terres humides, le fleuve Niger, que je connais bien, et le fleuve Nil, que je connais moins de près, mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait la crue annuelle, et puis on cultivait historiquement sur la décrue. Une fois que on cultivait, on élevait aussi avec les pâturages, et puis les terres humides et fertiles, fertilisées justement par les limons. Enfin bon, tout ça, cette histoire-là, bien sûr, vous la connaissez. Donc c'est la zone décrite par donc l'archéologue américain James Henry Breasted, donc un demi-cercle ouvert vers le sud. C'est lui qui a inventé, paraît-il, cette idée de croissant fertile. Donc situé au nord de l'Arabie, se terminant à l'ouest dans l'angle sud-est de la Méditerranée et à l'est dans le fond septentrional du golfe Persique, une sorte de frange cultivable du désert. Donc voilà, je reviens juste là sur la diapo de base. C'est donc sur le fleuve Litani, donc petit fleuve en fait, parmi ceux-là, sur un lac de barrage aussi. Donc évidemment, quand on a des questions d'eau, il faut avoir des barrages. Enfin, il faut, en tous les cas, c'est le réflexe automatique pour satisfaire un certain nombre de besoins, qui soient hydroélectriques et puis irrigation. Et puis juste, alors c'est pas c'est pas le fleuve dont on parle le plus, parce que on va parler évidemment du Nil, un petit peu du Jourdain et un petit peu du Tigre, et surtout de l'Euphrate d'ailleurs pour ce qui est de la partie mésopotamienne en amont. Mais il y en a d'autres aussi, des endroits, et autre exemple, justement, c'est l'Oronte, moins connu, mais ça permet, alors vous voyez un petit peu, on est à Tripoli, donc au Liban, là, dans cette partie-là, et puis on remonte un petit peu vers la Turquie, et c'est aussi une région dans laquelle il y a le problème du partage international des ressources en eau. En France, on a quand même, on est relativement privilégié par rapport à ça. 92% de notre ressource en eau est strictement franco-française. Alors, ça n'empêche pas des petites chamailleries entre différents types d'usages. La Garonne est un bel exemple, puisque la Garonne, juste, j'ai un document que je n'ai pas porté, mais justement, c'est la synthèse faite pour le SMIDEST récemment et réactualisé, que je réactualise régulièrement, montre que la Garonne a perdu 20% de son débit sur les 40 dernières années, notamment en étiage. En période d'étiage, c'est plutôt 40%, et que les perspectives nous montrent que ça ne va pas s'arranger du tout. Donc, il va y avoir un clair problème de partage de l'eau. On en a déjà entendu parler un petit peu. Alors, certes, en ce moment, il y en a. Et juste deuxième parenthèse, c'est qu'on est sur les coefficients, les gros coefficients de marée, là, comme on l'a dit. Ça va encore déborder tout à l'heure, ça va encore déborder demain. Je pense que bon, après, ça va se calmer un petit peu, puisque je crois que 117, c'est demain, il me semble, le plus gros. Mais quand on regarde les submersions bordelaises majeures, c'est 99 encore qui est devant. Mais derrière, il y a 3 dates, je crois que c'est 2014, 2021. Et là, celle-là va venir passer en deuxième position ou troisième position. Mais en fait, je veux dire, il y a tout un cumul de dates du 21e siècle qui sont au-dessus de toutes les dates du 20e siècle. Et donc, ce qui montre bien que l'élévation du niveau marin commence à montrer son effet net à l'intérieur de la zone estuaire, métropolitaine inclus. La preuve aussi, c'est pas une preuve, mais on commence à s'adapter. Je parlais du Bangladesh, c'est vrai que là-bas, j'ai vu des adaptations aux problèmes hydroclimatiques, déjà avec des écoles renforcées, agrandies, des protocoles hyper bien explicites pour tout le monde dans le cas d'alerte, etc. L'école de Saint-Vincent-de-Paul, vous savez, a été rehaussée, c'est la première dans notre région, quoi. Donc voilà, on a, et puis autres exemples significatifs par rapport à ça, et ce n'est que le début, c'est d'après tout ce que montrent les modèles. Donc on a entre 3 et 4 mm de rehaussement du niveau marin chaque année, donc, et ça pourrait s'accélérer, puisque jusqu'il y a quelques temps, c'était essentiellement la dilatation thermique des océans. Maintenant, l'apport des glaciers continentaux commence à être à peu près équivalent en importance.
Pour notre Garonne, la preuve, on parlait de Tonneins tout à l'heure, pour le Tonneins, c'est devenu le lieu important, puisque c'est là qu'on mesure les débits de la Garonne maintenant, d'entrée dans l'estuaire. Moi, pendant ma thèse, je mesurais le débit, en fait, c'est pas moi qui le faisais, mais je récupérais les débits mesurés à l'aréole. Et j'ai, donc, dans la synthèse que j'ai pas là, mais qui est disponible sur notre site internet, sur le bouchon, enfin, qui était le prétexte, c'était le bouchon vaseux. Enfin, le prétexte, ça a permis de voir large. Les débits du 19e siècle, il y a eu 2 séries de 10 ans à peu près faites par le port de Bordeaux. C'était à Langon qu'on mesurait les débits. Langon, l'Aréole, Tonnes. On remonte petit à petit parce que l'influence maritime, et on le voit à travers ces submersions que l'on voit. Bon, ça c'était la parenthèse bordelaise. Pour revenir là, donc juste un élément, donc je dis oui, en France, on partage peu la ressource en eau avec nos voisins, mais il y a beaucoup de pays qui n'ont pas cette chance-là, et donc il faut partager, et c'est aussi un élément fort de la complication dans la zone Moyen-Orient, peut-être encore plus que dans d'autres zones, d'ailleurs je parlais du Sahel ou de l'Asie du Sud, où ce partage de l'eau est aussi, pour l'Asie du Sud, important avec la Chine, enfin, sur le Mékong par exemple, on pourrait en parler. Bon, bref, revenons là-dessus. Par exemple, ce petit bassin versant donc, est partagé entre 3 pays, Turquie, Liban et Syrie. Et j'ai mis là-dessus le petit texte qui va avec. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'au niveau international, au niveau des Nations Unies, ça fait des années qu'on travaille sur une loi en fait, internationale qui permettrait de faire que le partage de l'eau se fasse d'une certaine façon ou pas. Mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Il y a eu un texte qui a été fait en 2014, je crois, qui a été ratifié par 35 pays par rapport aux accords de Paris, par exemple, sur le climat, où là, tout le monde l'a voté, et ce qui est assez rare. Bon, même si on le met pas super en pratique, mais au moins, voilà, c'est mieux que c'est moins mauvais, en tous les cas, que sur la question de l'eau et du partage international de l'eau. Voilà, accord signé, par exemple, là, entre deux des pays en question, 90% pour la Syrie, 10% pour le Liban, excluant la Turquie, parce qu'il y a aussi, pour ce côté-là, des questions d'ambition territoriale. Et à partir de là, voilà. Donc, c'est un exemple qui montre la complication, indépendamment de la faiblesse de la ressource globale à partager entre tous. Donc, voilà. Autre élément dans l'évolution aussi dans cette région-là, on a, alors il va y avoir une bande à chaque fois que j'arrive pas à trouver la solution, donc pour qu'il coupe un peu le haut. Donc là, vous avez une photo prise sur un site archéologique, donc en marge des côtes israéliennes. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un puits en fait. Et, bon, pour dire aussi que dans cette région-là, il y a déjà eu des mobilités de population du fait de la légère hausse du niveau marin et aussi de l'importance de ces sites-là archéologiques datant on va dire, de postes autour de la transition néolithique, puisque la transition néolithique, finalement, c'est on se pose à un endroit et donc il faut, pour pouvoir se poser à un endroit, une ressource en eau stable tout au long de l'année pour pouvoir au moins boire et puis tout le reste des usages par rapport à tout ça. On y reviendra aussi. Donc voilà, ça c'est des endroits aussi importants recouverts où il y a plusieurs sites comme ça archéologiques sous-marins maintenant que l'on peut avoir dans la zone. Alors l'autre problématique aussi dans cette zone-là, c'est que donc on peut avoir des connexions entre guillemets des effets en cascade entre les problématiques d'un bassin versant à un autre, puisque s'il y a un problème sur ce bassin versant-là, ben, on va peut-être avoir tendance à amplifier les aménagements et les prélèvements dans un autre, etc., suivant la situation. Là, j'ai mis l'exemple Euphrate, Yarmouk, Tchad el Arab. L'Euphrate, donc, on va y venir, c'est les grands projets de développement de l'Anatolie, avec les grands barrages construits par la Turquie. Ben, après, voilà, le Yarmouk, c'est un fleuve affluent du Jourdain, juste en aval du lac de Tibériade, et qui fait frontière entre la Jordanie et la Syrie. Donc, par exemple, si la Syrie a un peu moins d'eau en amont, elle va avoir envie d'en prendre un petit peu plus sur le Yarmouk, et donc ça peut avoir après des effets aussi en cascade. Et puis, le Tchad el Arab, donc c'est la confluence entre le Tigre et l'Euphrate, donc dans la partie irako-iranienne, hein, c'est donc la sortie sur le golfe Persique, indépendamment des questions de navigation commerciale et de taxes, etc., qui ont généré la fameuse guerre Iran-Irak des années 80, il y a aussi le problème eux, ils sont en aval de tout,
et un petit peu comme les Pays-Bas, on parlait des Pays-Bas qui ont le risque de submersion, mais qui sont en aval du grand bassin du Rhin et qui récupèrent, indépendamment des problèmes d'eau, parce qu'à la limite, ce pas des problèmes quantitatifs qu'ils vont avoir, mais par contre, ils peuvent récupérer tout ce qui arrive au niveau pollution. Ça fait par exemple Sandoz en 86, donc ça c'était. Mais bon, ici, donc cette partie du Châtel arabe et de la partie sud donc, va être dépendante évidemment des prélèvements. Et si en amont de l'Euphrate, par exemple, les Turcs en prennent plus, évidemment, les Syriens vont vouloir en prendre encore un petit peu plus de leur part. Et évidemment, le troisième, en aval, il va récolter les miels. Autre élément important aussi, c'est que, bon, un peu comme dans d'autres régions du monde, on est sur une tendance d'évolution démographique assez forte. Là, je me suis arrêté à 2010 pour les chiffres, parce que depuis, évidemment, après, il y a eu les événements que vous savez. Mais donc, entre 3 millions d'habitants en 1950, évidemment, et 23 en 2010, avec une répartition aussi des transitions zone rurale, zone urbaine, d'autant plus le long de l'Euphrate où, justement, il y a eu pas mal de transitions de population. C'est qu'entre 2006 et 2010, 1,5 million de Syriens ont quitté les bords de l'Euphrate pour aller, du fait des débits insuffisants qui arrivaient sur leur zone de culture et qui se sont transférés vers les villes, Alep par exemple, mais aussi les villes plus au sud. Et je crois que c'est la ville de Derna, je crois, où la première manifestation, en fait, ça fait des tensions dans les villes pour les occupations de l'espace, déjà, d'une part, les loyers, le travail aussi qu'on pouvait faire. Donc, tension là-dessus, ressources en eau, réseau et coupures intermittentes, etc. Première manifestation. Et derrière tout ça, ben, il y a les premières répressions, et puis après, ça s'emballe sur autre chose. Mais le début du problème est hydroclimatique, en tous les cas. Après, le reste sera un petit peu plus large que ça, mais donc voilà. Alors, juste pour aussi bien cerner les questions spécifiques à la région, aussi quelques éléments sur l'eau douce, et je parle bien de l'eau douce, parce qu'on parlait de ressources renouvelables. Bon, globalement, la question de l'eau douce, c'est une question de répartition inégale. On parlait de zones, donc il y a des zones déficitaires, des besoins croissants avec démographie, économie. Je ne sais pas si vous avez une idée de notre consommation journalière chez nous, en domestique, je veux dire, on va commencer par ça, à peu près du chiffre. Combien? 100, alors, le chiffre officiel girondin, c'est 137. Puisque en Gironde, on est les meilleurs, hein, d'ailleurs. Ça, je ne sais pas si vous le savez. C'est vrai, le SMECREG dont je parlais a eu un double prix du ministère il y a 2 ans, parce que justement, tous les procédés, puis les campagnes d'information sur les nappes souterraines dont on parlait, qui sont rechargées pas très bien, mais qui sont de très très bonne qualité, voilà, ça a eu un effet pour réduire la consommation girondine. La moyenne nationale est autour de 150, alors on trouve de plusieurs chiffres, de litres par jour et par personne. Mais ça, en fait, ce n'est que 2% de notre consommation globale en eau journalière. Donc le chiffre en France journalier, c'est 4900. Alors après, ça dépend des publics, mais c'est de cet ordre-là, quoi. C'est-à-dire que l'eau, c'est l'eau qui a servi à faire ce pull, l'eau qui sert à faire l'électricité, l'eau qui sert à construire la voiture, à faire la table, à faire la chaise, enfin, l'eau industrielle, l'eau qui sert à nous nourrir aussi à travers. Enfin, voilà, si on cumule tout ça, on est de l'ordre de 4900, oui, 4900 litres par jour et par personne. C'est-à-dire que voilà, l'eau domestique, c'est 2% à peu près de ça en France. Bon, ça, c'est des chiffres. Donc après, on parle d'empreinte eau, d'eau virtuelle, etc. Je ne sais pas si vous avez entendu parler déjà d'eau virtuelle. Bon, bref. Donc voilà. Alors, dans cette eau globale, que ce soit ici et à l'échelle globale, c'est l'irrigation qui prend le plus. L'eau, élément de stratégie militaire, on l'a vu aussi, hélas, même y compris là sur donc la guerre avec Gaza, enfin, la première démarche des Israéliens, il y a un général qui a dit clairement, on va leur couper l'eau et l'électricité, c'est-à-dire on va leur couper l'eau 2 fois, en fait. L'eau, parce qu'on va y revenir, l'aqueduc national amène de l'eau à Gaza, et puis la deuxième ressource qui était déjà très, très, très dégradée, c'est les nappes souterraines. Et alors, les nappes souterraines, il faut des pompes, donc il faut du gasoil ou de l'électricité pour sortir l'eau. Et donc, bon, bref, voilà, ça c'est. Donc là, pour le coup, c'était vraiment une stratégie d'assoiffement, si on peut dire, supplémentaire.
Donc, bon, environnement, après, avec le contexte climatique, on y reviendra. Et puis, bon, les populations à risque de sécheresse, là, pour le coup, essentiellement, par rapport au dernier rapport du GIEC qui liste un petit peu les risques majeurs. Alors, quelques chiffres aussi pour situer un petit peu les choses aussi. Si les ressources globales renouvelables, donc annuellement, étaient équitablement réparties, en 1950, on aurait eu 17 000 mètres cubes par habitant et par an. En 1995, 7 500 mètres cubes par habitant et par an. Et bon, la différence est juste liée à la démographie, qui a un peu plus que doublé entre les deux. Et en 2025, c'est-à-dire aujourd'hui, on est à 5 100, toujours pareil, histoire démographique. Bon, alors tout ça, ça n'a pas beaucoup de sens si on ne vous montre pas quelques chiffres. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien, parce que c'est un peu surexposé là, mais à prendre avec précaution, mais qui sont des indicateurs comme ça de réflexion. Euh, donc, le 4900 là, dont je vous parlais, j'ai fait un calcul rapide. On doit être à peu près à 1700 avec nos 4900. 1700 mètres cubes par habitant et par an de ressources renouvelables. C'est un seuil en dessous duquel on va avoir oui, quelques difficultés peut-être à assumer tous les usages de l'eau. Et l'eau, c'est... Ah oui, c'est mieux comme ça, ouais, c'est super, merci. L'eau, c'est donc évidemment l'eau à boire, vous disiez, mais c'est aussi l'eau pour l'agriculture, pour l'industrie, pour l'énergie. Donc, et si on n'a pas autant d'eau que ça, ben, il va falloir faire des choix. On ne va pas pouvoir utiliser l'eau, on ne va pas pouvoir donc faire de l'agriculture ou de l'énergie ou de l'industrie. En tous les cas, c'est une entrave au développement dans ce cas-là. Donc 1700, c'est pas beaucoup. 1000, c'est encore moins, évidemment, et 500, c'est encore moins. Donc, on va voir que les pays dont on parle, certains d'entre eux, en tous les cas, sont des pays en difficulté par rapport à l'eau. Alors, je vous montre quelques chiffres là de quelques pays épars à travers le monde pour vous montrer ce chiffre de mètres cubes par habitant et par an. Bon, en France, on est à 3400. Alors ça, j'avoue que ce diapo, ce chiffre-là, il est un peu ancien. Il paraît qu'on est à peu près à 3000 aujourd'hui. Bon, de cet ordre-là, en tous les cas, c'est des ordres de grandeur. Et puis après, il faut voir région parce que dans des grands pays, par exemple les États-Unis, où on est à 9200, il y a des endroits où il n'y a pas de souci, le nord notamment, et puis il y a des endroits où il y a des tensions fortes, autour du Colorado, du Rio Grande, par exemple, il y a des tensions fortes. Bon, le jour où l'Islande manquera d'eau, là, on ne se sent pas bien. Mais il n'empêche que le Congo, si on prend Congo, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau, ben, ils ont encore des problèmes d'électricité énormes. Enfin, bon, mais ça, c'est une histoire de gouvernance aussi, puis d'équilibre d'un pays vaste. Bon, ça, c'est une autre question. Et puis, voilà, il y a ceux qui sont en tension. Israël, vous voyez, ce chiffre-là, on est là en dessous des 1000, en dessous des 1500 même. Égypte, pareil. Malte, bon, cas particulier, pareil. Koweït, pareil. Donc, c'est compliqué de faire tous les usages dans ces cas-là. Et évidemment, on va le voir après, mais pour Koweït, c'est l'exemple, et Koweït est un exemple, mais depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années, la solution pour ce genre de pays qui a de l'énergie, mais pas d'eau de base, c'est de dessaler l'eau de mer. Et voilà, les chiffres de dessalement de l'eau de mer, là, je trouvais justement, entre 2010 et 2020, ont doublé. L'Arabie Saoudite, par exemple, Israël dessale. Une des premières cibles du Hamas le 7 octobre, il y a eu des roquettes sur Ashkelon. Et c'est la plus grosse usine. Alors, je ne sais pas si elle a été touchée ou pas, mais je ne crois pas. On n'a pas eu trop d'infos là-dessus. Mais c'est la plus grosse, c'est pas la seule, mais c'est la plus grosse usine de dessalement dans le secteur. Donc voilà, ça c'est l'élément important. Donc forcément, quand on a aussi peu d'eau, ben, on l'utilise au maximum de sa capacité. On l'utilise même deux fois. Donc, c'est la réutilisation des eaux usées dont on parle de plus en plus chez nous, où il y a beaucoup d'études. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est partout une bonne idée? Je veux dire, quelle méthodologie on prend? Qu'est-ce qu'on fait avec la réutilisation? Parce que ça peut être l'agriculture. Et puis, chez nous, là, on se pose la question sur le nettoyage des rues, l'arrosage des espaces verts, etc. Sachant qu'on a des précautions très fortes en France sur le côté sanitaire, parce que on va faire n'importe quoi avec l'eau. Donc, il faut être sûr que l'eau, c'est quand même aujourd'hui encore une des premières causes de mortalité à travers le monde. La journée mondiale de l'eau du 22 mars le rappelle de temps en temps, de façon assez confidentielle la plupart du temps, mais c'est quand même encore, et notamment dans les gens qui, enfin, on parlait de bidonville, là où l'accès à l'eau et le problème sanitaire
surtout des sanitaires n'est pas résolu, le choléra, la typhoïde, il y a plein de choses. Donc, il faut faire attention. Et il y a une deuxième aussi question chez nous, en tous les cas, et ça peut être le cas ailleurs, mais chez nous, c'est que les stations d'épuration, puisque elles fournissent aussi de l'eau aux rivières. Donc, si on enlève l'eau des stations d'épuration l'été, dans nos petites rivières, eh ben, il y en a certaines qui seraient quasiment à sec. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Voilà, l'autre élément important par rapport à toutes ces questions-là, c'est l'indice de dépendance ou d'indépendance, mais plus là, pour le coup, de dépendance. Alors, je lui dis, oui, nous, on est dépendant à 8% de la Suisse, qui n'a pas de problème d'eau pour le Rhône. Donc, je ne pense pas que les Suisses fassent des grands barrages et nous coupent l'eau sur le Rhône. Bon, il y a le Rhin qui a quand même posé quelques questions, les frontières notamment. Donc l'Allemagne est dépendante, les Pays-Bas sont très dépendants et l'Égypte, parmi ceux qui sont là, sont très dépendants. Israël aussi, avec, parlait de Yarmouk tout à l'heure, et des nappes souterraines, en Cisjordanie notamment. Donc voilà, on a quelques exemples. Alors voilà la carte mondiale, ça c'était en 2000, de ces questions-là par rapport aux chiffres. Donc, vous voyez, ce qui est en jaune, c'est en dessous de 1700, ce fameux, donc les zones vraiment sensibles où il y a une question de ressources. En dessous de 1000, donc on est en situation de tension. Et puis quand on regarde le Moyen-Orient, évidemment, on y est tous hein, dans une situation de tension relative. Alors ça, c'était en 2000. Alors j'avais mis, est-ce que l'eau ou l'humanité qui est mal répartie sur la Terre? Bon, ça c'est une autre question, mais voilà. Et 2007, bon, je n'ai pas trouvé de carte plus récente, si ce n'est une ou deux cartes là. Bon, voilà, en tous les cas, on voit toujours les mêmes questions qui se posent. Alors, sur toute la zone aussi du Maghreb, bien sûr. Quelques zones aussi, ça c'est le Burkina Faso, là, ici, au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Alors, il y a d'autres qui n'ont pas forcément le problème. On peut regarder aussi l'Inde et la Chine, d'ailleurs, au passage. Si on prend la Chine, alors la Chine aussi est un grand pays avec un nord et un sud tout à fait différents. Et vous voyez que ça ne s'est pas forcément arrangé avec l'augmentation de population aussi notamment, mais ça ne s'est pas forcément arrangé pour le coup au nord. Mais en Chine, on fait des grands travaux, donc il y a des grands canaux, vous savez, les grandes voies de transfert d'eau du sud vers le nord à partir de Yansekiang. Et voilà, il y a la voie de l'Est, la voie du centre, la voie du milieu, la voie de l'Ouest, plutôt. Et donc, les trois sont en cours. Voilà, alors les perspectives là-dessus, c'est d'autres données. Mais en tous les cas, tout ça pour vous montrer qu'on est dans des zones sensibles aux questions d'eau. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de décarbonation aujourd'hui et il y a beaucoup de prise de conscience par rapport à ça. Mais par rapport à la question de l'eau, quantitative, et je ne parle pas de qualitatif aussi, c'est des questions qui vont se poser, et notamment dans cette région-là, qui inclut le Moyen-Orient, bien sûr, mais aussi toute la partie occidentale pardon, de l'Asie, à ce terme-là, et puis à d'autres termes. Voilà, alors si je reviens au Moyen-Orient, voilà quelques chiffres aussi pour les pays en question, Turquie, Irak, Liban, Syrie, Égypte, Israël, Jordanie, Palestine. Alors depuis 1950, alors ça c'est la quantité donc, de mètres cubes par habitant et par an de ressources renouvelables disponibles. Et on voit évidemment du fait de l'augmentation de la population que ça diminue et surtout que dans les années 2025 et encore plus dans les perspectives plus lointaines, tout le monde, pas tout le monde, mais on s'approche de la barre pour la Turquie, on s'approche de la barre aussi pour l'Irak, le Liban, etc. Et les autres passent la Syrie en dessous, indépendamment des fluctuations d'une année à l'autre, en dessous de cette barre-là. Donc forcément, on est en situation de tension par rapport à ça, donc de questions assez importantes et d'assez sensible. Alors, si on rajoute ça là, le réchauffement climatique, alors ça c'est extrait du dernier rapport du GIEC, je fais un zoom, je crois que j'ai pris l'hypothèse de degré en zoomant un petit peu sur la région, enfin la sous-région un petit peu plus globale. Donc, on voit évidemment qu'on a une élévation de température qui va aussi accentuer la tension, enfin, en tous les cas, la problématique de la ressource. On le voit aussi sur notre bassin Garonne. Hein. Je vous parlais de 20% de déficit en moyenne annuelle. Moi, quand je faisais ma thèse, on me disait la Garonne, on me demandait la Garonne, le débit de la Garonne, je disais 630 mètres cubes secondes. Maintenant, si on me demande, je dis 500. C'est la moyenne de ces dernières années.
Et ce qui est la cause principale de cette chute de débit, de à peu près 20%, ce n'est pas la pluviométrie, qui n'est pas significative. Elle est peut-être significative pour 5%. Mais l'essentiel, c'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Donc l'évaporation, l'évapotranspiration. C'est pour ça qu'il y a des politiques aussi au niveau de l'agence de l'eau, de remettre un petit peu tout ce qui est et tout ça, enfin, pour fixer un petit peu mieux l'eau dans les sols. Mais voilà, l'évapotranspiration, c'est une perte supplémentaire du fait de simplement l'élévation de la température atmosphérique. Donc ça, là-bas, il peut y avoir également la même chose. Ça, c'est une deuxième carte du GIEC qui parle de l'humidité des sols. Et là aussi, donc, je crois que j'ai pris l'hypothèse de degrés pour faire un petit zoom, où on voit que justement sur le pourtour là, méditerranéen du Moyen-Orient, on a plutôt des couleurs donc, qui montrent que cette qualité des sols, d'un point de vue hydrique, pourrait se dégrader encore un petit peu plus. Donc, c'est une pression supplémentaire sur les questions actuelles. Voilà. Alors, on est sur une zone aussi qu'on appelle la zone de convergence intertropicale, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Si on prend donc les exemples un par un, on va commencer par le Nil. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment, il n'y a pas de souci. Voilà, donc alors sur le Nil, vous connaissez, j'imagine, un petit peu le bassin du Nil, avec, donc, qui part des grands lacs, avec le lac Victoria, le lac Kyoga, le lac Albert ici, et puis donc ça dévale. On a mis du temps à trouver les sources. Enfin, d'ailleurs, on n'est toujours pas tout à fait d'accord. Si on est rwandais, on va dire que les sources sont au Rwanda. Si on est burundais, on va dire que les sources sont au Burundi. Donc, en tous les cas, ça a été une grosse affaire, la recherche des sources du Nil. Alors, c'est un fleuve hyper partagé, là, pour le coup. Vous voyez tous les pays qui sont dotés là sur. Alors, on a longtemps dit que c'était le fleuve le plus grand fleuve du monde, le plus long fleuve du monde. Bon, ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, moi, je l'ai mis numéro 3 là, dans mes classements, entre guillemets, subjectifs, mais numéro 3 en termes. Je crois que c'est de longueur aussi, parce que je crois que le Mississippi, si on prend le Missouri, si on prend est un petit peu plus long. Et évidemment, l'Amazone bat tout le monde. Bon, moi, ça, c'est au passage. Mais il n'empêche que le Nil garde une première place. C'est la plus longue distance à vol d'oiseau entre la source et l'embouchure. Bon, voilà. Donc, les autres sont un peu plus resserrés avec des zigues et des agues, un petit peu plus que n'est le Nil. Bon, ça, c'est une petite affaire. Mais si on a mis du temps à trouver les sources du Nil, justement, c'est qu'il y avait une zone très spéciale ici, là, qui est un peu emblématique, en tous les cas, du début des problématiques aval du Nil, hydrologique, c'est les marées du Sud. Sud, ça veut dire la barrière. Et pendant longtemps, ça a été la barrière pour les explorateurs. Il y avait voilà, ça ressemble à peu près à ça. Il y a les premières images de hommes d'Arthus Bertrand, c'est des vues du delta intérieur du fleuve Niger et du marais du Sud, et sans doute du lac Tchad aussi. Donc voilà, limite infranchissable, le Sud guérit l'homme de toute ambition, avait dit Général Gordon, Bourbier du découragement, Rabin du désespoir pour Baker. Alors bon, tout ça ça c'était à l'époque évidemment, mais donc juste aussi la question de l'eau sur le bassin du Nil est un peu spécialement orchestrée, je dirais, parce que exceptionnellement, c'est les pays d'aval qui ont la main, enfin qui avaient la main. Oui, qui avaient la main. Parce que les choses ont changé, justement. Et c'est un peu peut-être emblématique de ce qui change à l'échelle internationale. Les pays qui avaient la main, c'était le Soudan et l'Égypte. Voilà, point. Alors là, sur ma carte, d'ailleurs, qui est un peu ancienne, maintenant, il y a 2 Soudans. Mais je l'ai gardé volontairement parce que d'abord, elle est assez bien faite. Et puis justement, voilà, les marées du Sud. Dans les années 1970, les Égyptiens qui déjà craignaient, parce que la population augmente, etc., pour les crues, et puis que le barrage d'Assouan a eu certes un certain nombre de qualités, mais aussi une évaporation supplémentaire, donc un peu moins d'eau et de sédiments dans le delta. Or, le delta, c'est la zone nourricière de l'Égypte. Donc, comment c'est le problème de salinisation, enfin, qui commençait à être juste très, très, très faible. Mais enfin, voilà, l'idée, c'est qu'on perd beaucoup d'eau dans ce grand marécage là, qui à ciel ouvert, évidemment, où le soleil frappe, etc., évaporation, c'est important. Donc, on va le shunter. On va faire un canal, le canal de Jonglée, construit notamment par Bouygues, enfin, commencé, parce qu'évidemment, la population locale qui vit de ce marais n'était pas tout à fait d'accord.
Et ils ont attaqué le chantier, et au point que le chantier a été stoppé définitivement en 1983, point barre. Mais c'est le début, c'est l'embryon qui va faire que le Soudan va se partitionner en Soudan du Sud, Soudan du Nord, par la suite. Donc voilà, Nil blanc. Mais il se trouve que le Nil blanc, alors le Nil, je ne vais pas vous apprendre ce qu'a été le Nil, mais juste quelques éléments à la pesée des âmes. Bon, bref, je n'ai pas arrêté l'eau en toute saison, je n'ai pas coupé une rigole de Vétandi devant Osiris. Je ne suis pas égyptologue du tout, mais juste quelques éléments par rapport à l'eau. Et moi, ça m'a surtout rappelé cette idée-là. Les interdits sacrés au Mali que les anciens, voilà, on ne doit pas couper l'eau pour pas couper la migration interne, parce que quand on parle de perte de biodiversité, c'est vrai que on parle beaucoup bon, des classiques, l'ours polaire et grands mammifères, mais on oublie un petit peu les poissons d'eau douce qui ont été très dégradés. Mais si je prends, enfin, tous ces fleuves ont encore des dizaines de sortes de poissons. Mais si on met une coupure enfin, au milieu d'un fleuve ou à plusieurs endroits, le Mekong est en train de subir ça aujourd'hui. Et ce n'est pas qu'une histoire de biodiversité, c'est une histoire aussi de nourriture pour la population. Ben, en fait, voilà, on élimine de fait les migrations internes, parce qu'on connaît bien chez nous les poissons migrateurs amphihalins, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui vont de l'eau de mer à l'eau douce. Mais on a un peu oublié, ou on n'a pas voulu voir ceux qui font des migrations à l'intérieur du système fluvial, surtout dans les grands systèmes fluviaux, comme le Nil, évidemment, comme le Mekong. Donc voilà, au Mali, c'est pareil. Pas de barrage, et ça, c'était réglé par des organisations traditionnelles, les pêcheurs, les bozos, etc. Voilà. Et quand on ne respecte pas les interdits sacrés, ben, il y a des effets. En tout cas, c'est ce qu'ont les croyances, la sécheresse viendrait de là, etc. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Mais juste, donc voilà, c'est le Nil qui abreuve la terre, le seigneur des poissons, l'irrigateur des vergers, créature donc, qui reçoit nourriture grâce justement à tout ce qui vient du Nil. Qui comble les greniers, bon, ça, voilà, qui fortifie les hommes. Il y a plusieurs textes de ce type-là. Autre élément aussi, c'est que pendant longtemps, à cause des marées du Sud, on ne savait pas d'où venait l'eau. Mais on savait qu'elle venait régulièrement. Donc, il y a eu la crue pour origine, par exemple, des réservoirs souterrains dans la région des cataractes. Donc, au-dessus des cataractes, on ne savait pas trop ce qui se passait. Et donc, ça aussi, ça a été mythologisé, si je puis m'exprimer ainsi, dans les visions anciennes. Bon, bref, mais pour revenir à ce qui nous préoccupe aujourd'hui, alors les populations, comme c'était marqué sur les diapos précédentes et comme on le voit avec cette photo satellite, se sont rassemblées à partir aussi des événements climatiques. Alors, il y a 8-9 000 ans, on a eu un Sahara très verdissant avec je parlais tout à l'heure de la zone de convergence intertropicale. Alors, vous savez qu'il y a des cellules atmosphériques, 3 cellules par hémisphère, nord-sud, et la jonction de 2 cellules équatoriales peut avoir des évolutions comme ça. Pour en savoir plus là-dessus, invité Bruno Malaisé, mon camarade d'époque, je pense que certains connaissent, qui était glaciologue, qui est allé à Rostock, ça je pourrais vous en parler aussi, et qui travaille maintenant avec des archéologues, qui travaille sur l'île de Pâques, mais qui travaille maintenant sur la Mésopotamie, sur toute cette zone-là, où un certain nombre de grandes civilisations, notamment mésopotamiennes, ont été affectées par des périodes où la zone de convergence intertropicale, qui amène des pluies, a migré de façon transitoire sur plusieurs décennies, donc plusieurs années sèches consécutives, qui ont amené sans doute un début de déclin de la civilisation mésopotamienne, par exemple, ou un peu plus à l'est aussi en Inde. Voilà, pour revenir à cette partie-là et à ce qui nous occupe aujourd'hui, donc l'Égypte et le Soudan, ceux qui avaient la main sur le Nil, avec le partage de 1959, notamment, en fait, ils se trouvent en aval dans un désert, là, pour le coup, et ils se trouvent en aval de la confluence majeure, qui est du Nil blanc et du Nil bleu. Sauf que, alors le Nil blanc, bon, on a vu ce qui a été essayé de faire et qui a échoué avec le canal de Jonglée pour arriver à shunter la perte d'eau. Le problème, c'est que, en tous les cas, le fait est que 80% de l'eau égyptienne, c'est le Nil bleu, et donc le Nil éthiopien. Et que depuis quelques années, l'Éthiopie a changé
vision. Alors juste, je vous remontre une photo satellite aussi pour bien montrer cette bande de végétation le long du Nil. Donc le Nil égyptien, une file d'eau qui traverse un désert et par conséquent, en fait, vous voyez, la densité de population, elle est clairement le long du fleuve dans cette région-là. Et sur les bordures extérieures, j'avais fait un article là, qui s'appelle Le Nil jaune n'existe plus, parce que bon, je vous ai parlé du Nil blanc, le Nil bleu, mais il y avait aussi le Nil jaune, qui était plutôt quelque part par là. D'ailleurs, il y a une carte, je vous montre la carte ici, donc dans la région des cataractes, donc le Yellow Nil ou Wadi Howard, etc. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus que les pointillés représentent un cours d'eau tout à fait intermittent, voire même très, 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 très intermittent et très, très peu présent. Bon, voilà, pour revenir à la population, donc elle est concentrée là, et évidemment, il est important de la préserver, enfin, de préserver ses ressources. Donc ça a été mis en place, enfin, tout ce qui est aménagement pour l'agriculture, mais aussi, enfin, pour la navigation aussi, et pour les industries, les quelques industries. Donc un certain nombre de barrages qui sont notés d'ailleurs sur cette carte ont été mis en place, et évidemment avec le barrage d'Assouan en 3 fois, donc très important. Et puis avec l'accord égypto-soudanais de 1959 qui dit que voilà, 55 milliards de mètres cubes annuels sont pour l'Égypte, 18 milliards donc sont pour le Soudan, et les autres vont rester tranquilles. Sinon, voilà, on peut aussi vous empêcher de construire des barrages d'une façon ou d'une autre. Sauf que ben, ce temps-là a duré. Donc là, vous voyez le haut barrage d'Assouan, avec alors, perte d'écoulement aussi pour la partie aval qui a contribué aussi en tous les cas au renforcement des capacités de production, mais aussi un petit peu à l'intrusion saline qu'on voyait sur les bandes du delta déjà il y a plusieurs années. Et puis en 2010, ben, voilà, une initiative internationale est née, c'est l'initiative du bassin du Nil. Et là, pour le coup, ben, ce n'est pas les mêmes, c'est les autres qui se mettent en coopération. Donc le Burundi, l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie signent l'acte de naissance de l'initiative du bassin du Nil. Et en point d'orgue de cette initiative, ben, il y a le barrage, la construction d'un certain nombre, enfin, de plusieurs barrages, mais surtout le principal, le barrage de la Renaissance. Alors c'est marqué, c'est coupé un petit peu en haut, qui fait 170 mètres de haut, qui a été terminé le barrage lui-même en 2018, et qui est un barrage qui a une capacité de 6000 mégawatts, ce qui en fait, alors à vérifier, mais je crois le deuxième barrage en puissance hydroélectrique derrière le plus grand barrage, ça qui est le barrage de Trois-Gorges en Chine, jusqu'à preuve du contraire, mais pour l'instant c'est encore lui. Et surtout, l'Éthiopie a su s'allier à des nations pour faire contrepoids aussi à la menace y compris militaire, on va le voir, qui a été orchestré par l'Égypte pour essayer d'empêcher tout ça. Donc voilà, c'est une entreprise italienne qui coordonne le tout du chantier. Nous, on fournit les turbines avec Alstom, qui fournit les turbines. Bonjour. Enfin, non, voilà. Et puis, il y a des banques chinoises, il y a Djibouti. Donc, c'est un grand projet qui va permettre, alors il y a eu des personnes déplacées comme dans tous les barrages, indemniser ça, c'est pas sûr, à vérifier sur place. Et puis ça répond aussi à la question démographique, je mets quelques chiffres aussi pour l'Éthiopie, et donc à la volonté de se développer au niveau industriel, et c'est un barrage qui fait 3 fois la capacité d'Assouan. Après, voilà, une fois le fait accompli, ben, l'Égypte et le Soudan ont bien vu que de toute façon, c'est fait. Donc, on va essayer de négocier sur la durée de remplissage du barrage, parce que c'est la période sensible en aval, le moment où on remplit le barrage, on prend presque toute l'eau, et évidemment, il y en a beaucoup moins qui arrivent en bas. Donc, l'idée de l'Égypte, c'était de convaincre l'Éthiopie de remplir en 10 ans au moins, voire même au départ, il voulait étaler encore un peu plus. L'Éthiopie a négocié pendant plusieurs années, puis a négocié, mais n'a fait qu'à sa tête. Voilà. Et résultat des courses, le barrage est construit aujourd'hui. Alors ça, il y a eu est construit et rempli, et on vient de finir de le remplir, d'après les informations que j'ai, et ça a des répercussions, on va le voir sur la partie aval, déjà depuis. Juste aussi,
Je vais vous montrer un petit extrait d'un reportage de, je crois que c'est France 24, du 3 juillet 2018. Et on va y voir Simegwe Bekele, qui était donc le directeur de la construction du barrage de la Renaissance. Sur ce, et voyez, le 26 juillet, c'est-à-dire quelques jours après ce reportage, il va être assassiné lui-même dans sa voiture. Alors ça fait écho à ce qui avait été intercepté en 2013 à l'époque de Morsi. Morsi, une réunion entre Morsi et quelques généraux, majeurs sans doute, évoquait plusieurs options ouvertement et disait on va attaquer le barrage de la Renaissance, on va utiliser la corruption, les groupes terroristes, des frappes aériennes éventuellement sur le barrage de la Renaissance pour l'empêcher. À l'époque, on était encore en amont de la construction, donc on pensait encore l'empêcher. Bon, voilà. Résultat des courses, ils ne l'ont pas empêché. Et je vais vous montrer ce reportage. Alors, je vais sortir du diapo. Et je pense que le son va marcher. Hop. Alors, il va y avoir toujours une pub au début, mais normalement, ça marche. Votre ancien oreiller, car ce que vous allez entendre dans cette vidéo pourrait vous éviter de graves problèmes de santé à l'avenir. Le partage de l'eau potable sera sans doute une cause majeure de conflits entre pays dans les années à venir. Entre l'Égypte et l'Éthiopie, la bataille fait déjà rage autour des eaux du Nil. L'Éthiopie est en train de construire un immense barrage pour produire de l'électricité. Plusieurs centaines de kilomètres plus loin en Égypte, il y a de vastes terres pourraient être asséchées. Reportage Pongenoso, Gianamessina. Sur près de 7000 kilomètres, il serpente à travers le continent africain. Des confins de l'Ouganda aux rives du Caire en Égypte, le Nil est la première ressource en eau d'Afrique. Un trésor très convoité, tous les pays qu'il traverse veulent s'approprier un peu de la puissance du plus grand fleuve du monde. Au cœur du continent, un monstre de béton et d'acier se dresse désormais sur le chemin du Nil. L'Éthiopie veut faire du grand barrage de la Renaissance la vitrine de son essor économique. La plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique doit alimenter une partie du pays en électricité dès la fin de l'année et permettre à l'Éthiopie d'assurer son indépendance énergétique. Ce barrage va faire de l'Éthiopie un pays plus fort à très court terme. Ici, c'est un meilleur futur pour le pays que nous préparons. Dans un pays où la demande en électricité augmente chaque année de 30%, ce barrage est un enjeu national. Le problème, c'est qu'il l'est aussi pour d'autres pays de la région. Le barrage de la Renaissance, situé sur le Nil bleu, déplaît fortement à un pays qui, historiquement, a toujours été le premier à dompter les eaux du fleuve, l'Égypte et son impressionnant barrage d'Assou. Le Caire a depuis longtemps fait du Nil son atout numéro 1, et les autorités craignent que le projet éthiopien ne mette à mal les ressources du pays des pharaons. 25% de la population égyptienne vit des ressources du Nil et 95% de la population boit l'eau du fleuve. Alors pour l'Égypte, on parle de sécurité alimentaire et donc de sécurité nationale. Pour comprendre l'impact potentiel du barrage éthiopien, il faut prendre la direction du delta du Nil. C'est le poumon agricole de l'Égypte, une région où près de 30 millions de personnes. Je ne peux pas faire mieux au niveau du son. C'est le cas de Mohamed Al-Beiri, qui cultive ici du riz depuis 40 ans, dans cette région déjà durement touchée par le réchauffement climatique. C'est mon champ de riz et l'eau devrait venir à mi-hauteur car le riz a besoin de beaucoup d'eau. Regardez, on voit très bien que c'est trop sec pour ce type de plante. Alors, la construction du barrage en Éthiopie et la perspective de voir le niveau du Nil baisser encore un peu inquiètent fortement les paysans égyptiens. Ce petit canal est censé être rempli normalement. Et là, je n'ai même pas assez d'eau pour me rincer les mains. Quand le barrage sera fini, on va vivre dans la misère. Avec de l'eau, vous pouvez contrôler vos champs, mais avec le barrage, notre situation va encore empirer. Pour faire face à cette pénurie programmée,
le gouvernement égyptien a demandé aux agriculteurs de délaisser les cultures gourmandes en eau. L'an dernier, il y avait du riz partout ici. Mais aujourd'hui, on est obligé de planter d'autres cultures qui consomment moins d'eau, comme du coton ou du maïs. Ceux qui ne se plient pas à ces nouvelles directives doivent régulièrement payer des amendes. En échange, les autorités ont aidé les agriculteurs à financer ces petits canaux censés éviter la déperdition du temps. Il y a ces petites trappes qu'on peut ouvrir plus. C'est un nouveau système pour essayer d'améliorer la distribution. Encore faudrait-il que l'eau continue à arriver ici. L'eau baisse et on arrête de cultiver du riz. Ça fait baisser les revenus des agriculteurs. La conséquence, c'est que le gouvernement devra tôt ou tard se mettre à importer du riz ou à en replanter. Ou alors, il faudra que des millions d'Égyptiens changent de régime alimentaire. Mais ici, on mange du riz tous les jours et depuis des siècles. Selon le maire, des bagarres entre agriculteurs éclatent désormais régulièrement pour le partage de l'eau. Une instabilité qui inquiète les autorités. Des négociations sont en cours avec le Soudan et l'Éthiopie pour trouver une solution. L'Égypte réclame par exemple que le remplissage du réservoir du barrage en Éthiopie soit étalé sur 8 ans pour minimiser la baisse temporaire du niveau du fleuve. L'Éthiopie ne propose pour l'heure que 4 ans. Les frictions régionales aboutiront-elles un jour à une guerre du lion? Sur les rives du fleuve, la population pourrait doubler d'ici 30 ans. L'eau sera dès lors une denrée de plus en plus précieuse à protéger à tout prix. Voilà pour ce petit. Alors, vous regardez cette vidéo, les États-Unis. Oui, bon. Ouais, bon, cette vidéo, enfin, ce reportage de 2018, c'est ça, ouais, juste donc, bon, le monsieur voilà, assassiné quelques jours plus tard, ça montre bien un petit peu les problématiques qu'il y a et sur le delta au moment où le remplissage a démarré et le remplissage il a continué. Donc le 10 septembre 2023, l'Égypte annonce la fin du remplissage du réservoir. Donc on va voir maintenant si ça s'améliore un petit peu. Réservoir plein, ben après voilà, c'est normalement l'eau recoule à peu près, indépendamment de la perte du réservoir lui-même, par évaporation. Et d'irrigation. Comment? Et d'irrigation. Et d'irrigation, oui, mais après, en quantité, en tous les cas, il y aura la perte des réservoirs, enfin, de celui-là et des autres. Je reviens là-dessus sur les pertes de réservoirs. Difficile d'avoir des données très claires, alors évidemment là-dessus, parce que pour l'instant, ça vient juste de... Mais sur le barrage de Sélingué, par exemple, au Mali, qui a été un des barrages accusés, entre guillemets, pour la sécheresse de 83-84, c'est un grand barrage qui électrifie Bamako, la capitale, on estime à 10% la perte de la quantité d'eau sur le barrage supplémentaire. On est en zone où il y a du soleil beaucoup, il fait chaud, donc forcément. Donc, je pense que ça peut être de cet ordre-là. Chez nous, il y a quelques études qui ont été faites, on dit entre 3 et 5% sur les retenues multiples, parce que dans les baisses de débit de Garonne, sans doute que les retenues jouent un rôle. Bon, j'avais osé écrire, je l'ai écrit quand même dans le rapport, que les barrages de soutien d'étiage accentuent l'étiage qui vont soutenir derrière, du fait de l'évaporation et du fait que finalement, quand on enlève de l'eau qui va après, voire même déborder, parce que bon, après, c'est une histoire d'aménagement, et réalimenter les nappes souterraines, parce que l'écoulement d'un fleuve, c'est quand il pleut, il y a de l'eau, évidemment, mais quand il ne pleut pas, il faut que les nappes d'accompagnement aient été rechargées à un moment pour que, voilà, en différé, il y ait de l'eau qui arrive sur les rivières. Si on a coupé les recharges des nappes d'accompagnement, eh bien, évidemment, on n'aura pas d'eau quand il ne pleut plus. Et quand il ne pleut pas pendant longtemps, évidemment, encore moins. Bon, voilà. Bon, bref, donc la situation est telle qu'elle est aujourd'hui. L'Éthiopie donc a gardé son plan, malgré les pressions internationales, et notamment de l'Égypte et du Soudan. Surtout de l'Égypte, parce que le Soudan, semble-t-il, joue un peu les deux jeux, puisque finalement, le barrage, il est juste à la frontière, quasiment, enfin, juste avant la frontière, entre l'Éthiopie et le Soudan. Bon, voilà, si vous voulez en savoir plus, il y a le dessous des cartes aussi qui en parle. Donc, le delta du Nil, ça a été évoqué, je ne vais pas faire plus long là-dessus. Il y a d'autres reportages aussi qui montrent les mêmes problématiques, mais je trouve que celui qu'on a vu là est assez intéressant. Et c'est vrai que, avant de parler des salmons dont j'ai déjà un petit peu parlé, le changement de culture, bon, ça fait sourire quand on dit on passe du riz au maïs, parce qu'ici, c'est vrai que quand on parle de problèmes d'eau, souvent c'est le maïs qui est focus maïs, maïs. Mais juste un petit rappel aussi, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps à l'Aquaforum un jeune chercheur de Toulouse Purpan, qui
s'appelle Simon Giuliano. Je vous conseille d'ailleurs, il y a un podcast sur France Culture où il explique très bien ça. Et pourquoi pas l'inviter à l'occasion. Donc, à côté de Toulouse, en amont de Toulouse, à Muret précisément, il y a une grande ferme expérimentale sur laquelle il travaille, lui, depuis plus de 10 ans, sur la méthodologie de culture. Alors, il ne travaille pas que sur l'eau, mais sur l'eau, évidemment, et sur les intrants, que ce soit engrais et pesticides. Et ils ont fait, alors on a fait la conférence le 1er février, le jour où le gouvernement a abandonné le plan Éco-Phyto, et justement, ils montraient que Éco-Phyto, ça marchait. Alors, ça marche sans rajouter du temps de travail. Ça réduit de moitié la consommation d'eau et des intrants, pour faire simple. Et ça marche sans affecter les revenus des agriculteurs. Bon. Et ça marche sur 10 ans, pas sur 1 an ou 2, ça marche sur 10 ans, puisque ça fait 10 ans qu'ils font des cultures expérimentales à Muret. Et d'ailleurs, je compte organiser avec lui une visite de cette ferme de Muret. Et alors, juste pour revenir au maïs, puisqu'il travaille surtout sur le maïs, il rappelait que c'est une plante hyper efficace par rapport à la croissance eau. C'est une des plus économes en eau. Ah non. Sauf que le problème, c'est qu'on a besoin de l'eau au moment où il n'y en a pas. C'est ça le problème du maïs, chez nous en tous les cas, c'est que le besoin d'eau, c'est juillet-août, au moment où on est à l'étiage et où toutes les rivières sont plus bas. Donc, c'est ça le problème. Sinon, c'est plus efficace que le blé, d'un point de vue agronomique. Voilà. Donc, et c'est pour ça que le riz, c'est hyper consommateur d'eau, évidemment. Hyper consommateur d'eau, beaucoup plus, évidemment, comme ça a été dit. Mais ce qui est intéressant dans ce que dit l'agriculteur, c'est qu'à travers tout ça, si on doit passer au maïs, etc., c'est sociologique après derrière. Il va falloir changer le régime alimentaire. Et changer un régime alimentaire d'une population, c'est pas fait. Et surtout, oui, ceux qui mangent du riz, hein, je connais bien mes potes africains, quand on leur enlève le riz pendant une semaine, ils sont malheureux. Donc, bref, voilà. Voilà. Alors, évidemment, par rapport à l'eau potable, la question, enfin, la solution à court terme, je dirais, c'est l'Égypte. Donc, 19 usines de dessalement voilà, seront, et 67 d'ici 2050. On va dessaler, je dirais, à tour de bras, comme en Arabie Saoudite. Et je vous dis, ça a doublé à peu près dans tous les pays qui le font entre 2010 et 2020. Et encore, je n'ai pas les chiffres depuis 2020, mais ça continue, ça continue, ça continue. En France, comme exemple, en France, à ma connaissance, on a 3 usines de dessalement. La première, c'est sur l'île de Saint, mais c'était juste une usine de complément pour l'été, pour les 4 habitants de plus qu'il y a l'été, par rapport aux 2 de l'hiver. Belle-Île, où, bon, même chose. Et puis la Corse, moi je l'ai vu de près d'ailleurs, il y a l'an dernier, à Martigiano, au nord du Cap Corse. Et c'est un petit module dans un Algeco, enfin, un double Algeco, aussi essentiellement pour l'été, mais bon, je ne sais pas, ça va pas dépasser l'été là-bas, parce qu'il y a des problèmes justement dans les barrages sont plus remplis. Et donc voilà, pour l'instant en France, on n'est pas très équipé parce qu'on a des ressources souterraines ou de surface qui sont encore assez correctes. Mais l'Espagne, bien sûr, Barcelone, au début d'ailleurs, au passage, c'était une usine d'appoint. Maintenant, c'est de la désalinisation, c'est devenu une usine de base importante. Bon, voilà, donc, alors l'autre effet, et je reviens à la Corse, parce que c'est vrai que moi, j'avais même pas, en allant en vacances là-bas, j'avais même pas fait attention qu'il y avait une usine de dessalement qui était en train de se mettre en place juste au moment où j'y étais. Par contre, je voyais des herbes de Posidonie toutes blanches. Alors, certes, il y a la température de l'eau, c'est les canicules de la Méditerranée, mais c'était pas loin. Après, réflexion, c'était la plage juste à côté de l'usine de dessalement, et la saumure pose un gros problème partout où elle est rejetée. Bon, voilà, ça c'est un élément important. Donc on dessale. Alors juste transition, enfin sans transition, passons sur la question Israël-Palestine pour le deuxième épisode. Si vous avez des questions, des remarques sur le Nil, pas de souci. Bon, en tous les cas, voilà, la question est posée. Le Moyen-Orient, donc un partage équitable. Alors ça, c'était les diapos que j'avais fait avant les questions actuelles. Mais c'est vrai que voilà, on a déjà, il faut voir bien la géographie. Je vous ai parlé tout à l'heure il y a des fleuves Litanie là qui est juste au nord, puis de l'Oronte encore plus au nord. Voilà, on a une situation hydrogéographique qui se résume pas tout à fait à ça, mais enfin voilà, on a les réseaux d'alimentation qui partent du Liban, d'alimentation du lac de Tibériade. Et puis, donc, le lac de Tibériade est effectivement lui-même, le Yarmouk, affluent important, enfin, relativement important, en aval de Tibériade. Et puis après, ça descend, donc, le Jourdain, fleuve
mythologique évidemment, mais assez faible quand même sur sa capacité à l'eau. Et puis la mer Morte, voilà. Et puis c'est tout, quoi, finalement, au niveau réseau hydrographique important. Et pourtant, partout, comme partout dans le monde, l'eau est fondamentale. Alors j'ai retrouvé une illustration de la base de Jérusalem, entre guillemets. L'histoire de Jérusalem, c'est une histoire très, très compliquée. Il y a une BD d'ailleurs en ce moment-là sur l'histoire de Jérusalem. Voilà, le point d'eau, c'était la source Gihon au départ, qui était la base de l'implantation, comme moi je parle souvent de Tombouctou. Tombouctou, ça veut dire Timbuktu, le puits de Bouctou en tamashek, donc autour duquel s'est construit la ville. Donc Jérusalem, ça ne se retrouve pas dans le nom de la ville elle-même, mais c'est pareil, on a construit autour d'un point d'eau. Donc le point d'eau, évidemment, hyper important, et les stratégies de l'eau sont anciennes. Alors, je vais retrouver un article du Monde. On est en 1965. Le Liban aurait proposé une riposte collective des armées arabes pour protéger les travaux de ses affluents sur les affluents du Jourdain. Parce que, alors, juste pour revenir à la carte initiale, alors d'abord, voilà, maîtriser l'eau dans une région désertique, c'est à la fois un vecteur de souveraineté et un signe de supériorité technique. Israël a plus besoin d'eau que de terre, avait dit plutôt Shimon Peres à l'époque. Et puis donc en 1965, la riposte des pays arabes, entre guillemets, s'organise parce que déjà il y a une première confrontation dès 1953, lorsqu'Israël commence à creuser le projet d'aqueduc national. Parce que en termes de réseau hydrologique dont je vous ai parlé, mais les traits bleus là, que vous avez, c'est le transfert d'eau du nord vers le sud, des zones arrosées, parce qu'en haut, là, ici, là, je mets une carte où il y avait les pluviométries. Sur le plateau du Golan, on a 1200 mm par an, à peu près. Et à Gaza, c'est 200. Enfin, en fait, c'est dégressif, évidemment, le long. Je crois qu'au nord de la Cisjordanie, c'est 800. Au sud, c'est 400 ou 500. Et dans le désert du Negev, évidemment, dans la partie sud-sud, c'est 20. Enfin, c'est un désert. Donc, c'est que peu de choses. Donc, la première démarche d'Israël pour se positionner aussi au niveau territorial, c'est d'amener de l'eau vers le sud, et pour pouvoir faire des zones agricoles aussi dans ce... Donc c'est le projet d'aqueduc national, donc aqueduc national, ce qui montre bien l'importance de l'eau, donc pour dériver ces eaux, bon, d'un lac qui n'est pas hyper non plus riche, mais voilà, donc des tensions à l'échelle régionale avec les voisins. Et puis, donc en 1967, donc, les pays arabes notamment, donc ont le projet, enfin même pas plus que le projet, commence à construire un barrage sur le Yarmouk. Donc, le Yarmouk, Syrie, pardon, Jordanie. La Jordanie n'est pas, enfin au niveau ressources en eau, c'est sans doute un des pays de la région les moins pourvus de ressources en eau. Aujourd'hui, à Amman, j'ai vu qu'ils sont sur des nappes souterraines pour l'eau potable à plus de 1000 mètres de profondeur. Pour dire, donc, c'est pas renouvelable, à mon avis, à 1000 mètres de profondeur. Je ne connais pas la géologie précise du coin, mais ça me paraît très étonnant. Est-ce que je peux poser une Oui, question? oui. J'ai cru voir sur la carte dans l'Empire d'Égypte un canal projeté du Nil juste en Israël, mais on ne voit pas ça ici. Sur une carte que j'ai montrée ou... Oui, c'est marqué c'était sur le Nil, et j'ai cru avoir vu un canal projeté du Nil vers le Sinaï. Alors, je vais essayer de la retrouver. C'est possible. Alors, des projets de canaux. Non, mais c'est une bonne remarque parce que j'avoue que je ne l'ai pas forcément vu, celle-là, mais en tous les cas, il ne doit pas être réalisé. C'est sur. C'est peut-être là. Là. Ah oui, Non. Non, celui-là. Ce petit. Il y a un petit canal là, ici, là, mais. C'est celui-là, ouais. Oui. C'est un petit canal qui irait peut-être jusqu'à. Ouais, à Gaza, peut-être même. Vous n'avez pas des informations Mais complémentaires. à ma connaissance, il n'est pas réalisé, mais je ne sais pas. Non, mais possible. Mais en tous les cas, oui, les transferts d'eau, parce que c'est de ça dont on parle, en fait. Hein, dans les pays nous, on connaît assez peu ça. On en a quelques aqueducs, évidemment, mais des petits transferts. Mais là, on parle de transferts à grande échelle, sur plusieurs dizaines de kilomètres, centaines de kilomètres, d'une région à une autre, carrément. Nous, on a eu le projet qui a fait débat, d'ailleurs, à l'époque, on parlait de Barcelone tout à l'heure, de transférer l'eau du Rhône vers Barcelone. Je crois que c'est les gens notamment le Languedoc-Roussillon, qui ont dit, ben non, on va pas. Si passe là, nous, on va en prendre un peu. D'ailleurs, on comprend vu leur situation actuelle. Donc, ça s'est pas fait. Mais en tous les cas, c'est des choses envisagées.
Alors, donc, l'aqueduc national et l'aqueduc, le deuxième canal là, le long du Jourdain, ça, c'est des choses établies. Israël, d'ailleurs, en établissant ces aqueducs-là, et notamment celui-là, évidemment, a joué beaucoup avec le soutien de la Jordanie. Il y a eu depuis des décennies des accords. La Jordanie et Israël ont beaucoup travaillé ensemble sur la question de l'eau parce que c'est hyper sensible dans les deux cas. Et encore plus, je disais, en Jordanie sans doute qu'à Israël, parce que la Jordanie, c'est quand même essentiellement très, très aride. Voilà, donc les pays qui tentent de détourner le Jourdain ne jouent pas seulement avec l'eau, avait dit Goldamer, mais avec le feu. Et le feu, ben, il va arriver. Déjà, ça c'est avant la guerre des 6 jours, quelques bombardements, c'est assez rare, hein, parce que des menaces, même là, entre Égypte et... Donc voilà, on a dit, attention, on va vous bombarder le barrage. Après, bon, ils l'ont pas fait. Il y a eu même en intérieur d'un propre pays, aux États-Unis, entre États, sur le Colorado, dans les années 30, ils ont menacé l'un. Il y a eu des manœuvres militaires entre les États pour dire, attention, on va vous casser le barrage. Ça n'était que des manœuvres. Il y a en Inde, autour du Cachemire, là, pour le coup, on tire quelques roquettes aussi, pas que sur les barrages, mais c'est quand même le centre de la question entre le Pakistan et l'Inde aujourd'hui, où on menace même de l'arme atomique de l'un à l'autre. Et au passage, d'ailleurs, petite parenthèse, c'est l'attentat du Bataclan. Ça a été, paraît-il, une copie de l'attentat de Bombay, qui lui-même était une histoire, enfin en tout cas le prétexte, c'était le partage de l'eau et la région du Cachemire. Bon, bref, bon, voilà, donc bombardement, et puis évidemment la guerre des 6 jours qui arrive derrière. Et les 6 jours, en fait, là pour le coup, c'est vrai que souvent on parle de la guerre de l'eau, est-ce que c'est des guerres... Là, clairement, c'est contrôle territorial évidemment du plateau du Golan, mais le plateau du Golan, c'est le château d'eau Sans le plateau du Golan, la maîtrise de l'Israël est quand même très, très embêtée par rapport à la ressource en eau. Donc, bon, après, il y a la Cisjordanie. Alors, la Cisjordanie, c'est aussi pas mal de nappes souterraines intéressantes aussi. Et alors, après, se pose la question du partage équitable depuis des années entre les colons et les consommations énormes et bien supérieures des colons par rapport au village palestinien. Et à Gaza, il y a quelques nappes phréatiques, comme je vous disais, mais qui ne sont pas très en forme, même pas du tout en forme, déjà avant. Et après, avec l'alimentation justement par... alors voilà le Jourdain. Le Jourdain, enfin voilà le Jourdain en quelques chiffres. Donc 360 km, 16 mètres cubes secondes, c'est pas grand-chose, hein, c'est un filet d'eau. Et donc un filet d'eau qui finit dans la mer Morte. Alors la mer Morte, avant de parler de canaux justement, ça c'est un autre problème. Donc la mer Morte, c'est l'exutoire ici. Et elle est de plus en plus faible. Alors j'avais une diapo qui le montre un petit peu de façon plus explicite. 1972, 1989, 2011, on la voit donc de plus en plus. En plus, il y a des usines d'exploitation du phosphate et donc le niveau baisse. Alors, elle a un avantage, la mer Morte, je reviens sur le canal projeté, c'est que elle est à moins 434 mètres. Alors, un avantage pour essayer de trouver une solution. Et là, pour le coup, des projets, il y a deux grands projets de réalimentation de la mer Morte, comme vous la voyez ici, là, avec un grand canal souterrain qui prendrait l'eau de la Méditerranée pour la mettre dans la mer Morte. Et puis le deuxième, qui est donc le canal des 2 mers, qui a été un projet, comme c'est noté ici, qui est déjà un vieux projet, parce qu'on avait déjà anticipé, sans doute dès la fin du 19e siècle et puis au cours du 20e siècle, que le Jourdain ne serait peut-être pas suffisant pour faire tout ce qu'on peut faire. Je vais montrer le chiffre tout à l'heure, Israël, c'était 389, enfin bon, 300 et quelques, 400, si on arrondit, mètres cubes par habitant et par an, donc on est largement en dessous des situations où on est capable de s'autonomiser en termes de développement. Donc, évidemment, l'eau virtuelle achetée est importante et donc les partenariats sont importants. Voilà une photo de la mer Morte là, par un des scientifiques qui travaille dessus. Et puis le deuxième canal, enfin le deuxième ou le premier d'ailleurs, parce que c'est un canal qui a été longtemps projeté de façon très sérieuse, là, encore plus que l'autre finalement, parce que justement c'était le canal dit de la paix, qui permettait d'alimenter donc la mer Morte et puis donc d'avoir de l'eau aussi pour la Jordanie, pour le coup, de l'eau pour la Cisjordanie éventuellement, enfin si on en prend un peu moins, etc. Donc il y avait, avec des usines
de dessalement sur ce canal, et sur l'autre aussi d'ailleurs, l'idée c'est de dessaler une partie de cette eau. Donc, puisque le débit du Jourdain, alors je ne sais pas si les 16 mètres cubes secondes représentaient, enfin, il aurait été divisé par 20 depuis qu'on a commencé à le ponctionner de l'amont jusqu'à l'aval. Bon, déjà, c'est pas un grand fleuve, donc par rapport à 1950. Donc voilà, désalinisation, et puis le problème, alors là, on faudrait voir de plus près, mais c'est que la Jordanie, qui était partenaire de ce projet, se retire en 2021. Et donc, ce canal, il est encore au point mort, comme beaucoup de canaux de transfert, parce que il y a plein de projets. Alors, il y a la Chine qui s'occupe de personnes pour le faire, mais quand c'est international, la question, c'est les financements aussi. Et puis, la question, c'est après que tout le monde soit d'accord, évidemment, hein, pour que ça passe sur son territoire. Sachant que les grands projets hydrauliques ne sont plus financés quasiment par la Banque mondiale depuis bien longtemps, et depuis surtout le projet turc de développement de l'Anatolie. Parce qu'en fait, il y a eu tellement de controverses qu'on comprend bien que amener, par exemple, beaucoup d'argent international à un pays comme la Turquie, par exemple, au détriment de ceux qui sont en aval, ça va poser des problèmes. Donc, maintenant, c'est vrai que ce genre de projet, c'est réservé aux États qui en ont les moyens seuls, comme la Chine, qui en a les moyens seuls, qui en tous les cas qui s'en donne les moyens seuls, comme l'Inde, hein, que Nehru avait dit, les barrages sont les nouveaux temples de l'Inde à l'époque, donc l'Inde a cette capacité malgré les oppositions internes, etc. Mais là, pour le coup, je pense qu'il y a un problème de financement international, et puis pour l'instant, c'était censé être le canal de la paix, mais ça pourrait, si ça se construisait d'une certaine façon, être l'inverse, à nouveau. Donc je pense que, voilà, puis la situation actuelle fait qu'il y a d'autres préoccupations. Alors dans la situation actuelle, justement, pour revenir sur Gaza, alors l'eau en Jordanie, juste sans aller dans 110 mm de pluie par an, donc forcément avec ça, on n'a pas grand-chose, mais un petit mot évidemment sur Gaza, plus précis. D'abord, alors c'est coupé en haut, mais Gaza, c'est l'État, si on peut dire, en tous les cas, la zone la plus densément peuplée au monde. Donc 2,17 millions d'habitants. Alors, voilà, aujourd'hui, je crois que les 4/5 de la population sont déplacés dans des camps. Donc, c'est vraiment une densité. Donc, tout le monde est vers Rafah. On parle beaucoup de Rafah aujourd'hui. Mais en tous les cas, Israël donc, devait donner de l'eau par l'aqueduc national. Alors, il y a eu des controverses aussi de longue date. Là, vous voyez, je cite un article de 1992, difficile de savoir si Israël fournit réellement de l'eau à Gaza ou se contente de pomper l'eau de Gaza pour la mettre dans le canal. Bon, voilà, il y a eu des controverses déjà depuis un petit moment. Alors, qui a raison, qui a tort, c'est pas évident. Il faudrait enquêter sur place de façon sérieuse. Bon, Chomsky disait... ça, c'est même antérieur, en 1986, quelques milliers de colons vivent dans le luxe avec piscine et bar à poissons, se livrant, etc. Et 1 million, alors je l'ai gardé parce que 1 million de Palestiniens seulement à ce moment-là, aujourd'hui c'est 2 et quelques, survivent péniblement dans la misère. Donc forcément, la situation qui n'était pas fameuse avant, c'est pas amélioré. Et puis le Hamas aménage des sites de tir de roquettes à proximité des réservoirs. Et donc, ils se servent aussi de tout ça, de la population et des points d'eau comme pseudo-bouclier, quoi, en tous les cas. Et donc, ça, au final, la population est dans une situation absolument lamentable. Alors, je vous montre un reportage de 2017 sur Gaza. Alors aujourd'hui, les gens boivent l'eau de mer, hein, carrément. Il y a eu le peu, puisque vous savez que les journalistes sont interdits sur la zone, mais le peu qu'on a eu, ils évaporent comme ils peuvent l'eau de mer, et ils boivent des eaux de qualité absolument pitoyable. Mais voilà, on est en 2017. Alors ma batterie est faible, donc je vais la rebrancher vite. Si j'ai un peu de branchement. Hop. Est-ce que je peux brancher? Oui, là-bas. Il y a une prise peut-être un petit peu plus proche ici. Hop. Voilà, ça devrait faire le truc. Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, le portrait d'Ismaël Haniyeh, C'est un truc un peu long, mais ça. Nous ferons également le point sur la pollution de l'eau dans la bande de Gaza et un reportage de notre Voilà, on va aller directement sur cette partie-là. C'est là.
Et dans l'enclave palestinienne Voilà. soumise à un blocus israélien, la population est soumise à de nombreuses difficultés de ravitaillement, de logement et de travail. Dans ce contexte, certains sujets ne font pas partie des priorités. C'est le cas de l'environnement et de la pollution de l'eau. Les célèbres plages de Gaza sont devenues si polluées que la baignade peut représenter un risque pour la santé. Reportage de Franck Genozo et Giovanna Messi. C'est 2017. Hein. Ces kilomètres de plage, ces postes de sauveteurs sur pilotis et ces surfeurs venus affronter les vagues lui donneraient presque des airs de côte californienne. Difficile de croire en voyant ces images que Gaza pourrait, selon l'ONU, être inhabitable d'ici 4 ans. Derrière votre écran, vous pourriez même être tenté par une petite baignade, mais attendez un peu de voir à quoi ressemble l'eau sous la surface. Verte, chargée de déchets en tout genre et de particules dangereuses pour la santé. La mer est terriblement polluée. J'attrape régulièrement des maladies de peau et parfois l'eau me donne de violentes quintes de toux. Quelques kilomètres plus au nord, les eaux usées se déversent effectivement sans vergogne, laissant leur torrent noirâtre se mêler aux eaux translucides de la Méditerranée. La mer, polluée, s'infiltre dans la nappe phréatique déjà largement épuisée. Et lorsque les autorités font des prélèvements comme ici, le constat est accablant. La qualité de l'eau ne fait que se dégrader, c'est de pire en pire. Au laboratoire, nous avons fait analyser cet échantillon. À droite, un test d'eau propre. À gauche, l'eau qui vient d'être prélevée, clairement infectée. En boire quelques gouttes vous rendrez malade à coup sûr, et ce n'est pas tout. Regardez, rouge, rouge, tous les taux sont dans le rouge. On trouve du fer, du bromure, du strontium, du chrome. À Gaza, 95% de l'eau est donc impropre à la consommation. Elle est pourtant utilisée, notamment dans l'agriculture, dont les produits sont ensuite consommés. Une catastrophe sanitaire en perspective pour un territoire qui cumule déjà les handicaps. Le blocus et les 3 guerres menées en 8 ans par Israël contre les islamistes du Hamas ont laissé des quartiers entiers exsangues. Le taux de chômage frôle les 40%, et depuis 15 jours, l'unique centrale électrique de Gaza est à l'arrêt faute de carburant, sur fond de tension entre le Hamas et l'autorité palestinienne. L'ONU vient de débloquer près de 500 000 € en urgence pour alimenter en électricité les infrastructures médicales. Car si rien n'est fait, les hôpitaux de Gaza pourraient très vite se retrouver à l'arrêt, faisant redouter à très court terme une catastrophe humanitaire majeure. On en vient au dernier message Voilà. de presse. Ça, c'est donc c'était il y a 5 ans et évidemment, voilà. La situation est absolument dramatique au niveau de tout, évidemment, mais de l'eau en particulier avec les camps, évidemment. Alors, première station d'épuration, il y avait une première station d'épuration en 2012. Ça, c'est parce que ça pose la question aussi de l'épuration des eaux. C'est vrai que la Journée mondiale de l'eau rappelle un certain nombre de choses par rapport à l'accès à l'eau potable. Globalement, dans le monde, ça s'améliore, indépendamment hors, je dirais, problèmes de conflit, etc. Ce qui progresse aussi, mais plus doucement sans doute, c'est l'épuration. Même si ça progresse aussi partout dans le monde, mais ça progresse encore insuffisamment pour que l'eau ne soit plus un problème de santé publique, là, parce qu'on l'a vu sur les plages de Gaza, mais voilà, c'est valable ailleurs et surtout un gros problème. Je parlais de la typhoïde, du choléra, moi, je ferai demain matin une balade dans Bordeaux avec un collège sur l'histoire de l'eau à Bordeaux. Ben, voilà, le choléra, la typhoïde, ça a frappé souvent au 19e notamment. Et donc, pour finir sur cette partie israélienne, donc voilà les principales usines de dessalement que l'on a sur la côte, et ça continue à en construire de nouvelles pour cette partie-là, comme on en a déjà parlé. Et puis le dernier chapitre, si ça vous va comme ça sur cette partie-là, qui est en plein, hélas, dans l'actualité, c'est l'autre bassin versant, enfin le double bassin versant de l'Euphrate et du Tigre, et donc le triptyque, pour le coup, Turquie, Syrie, Irak. Je rajouterais presque l'Iran aussi, parce que l'Iran est contributaire avec le fleuve Karoun du Tchad arabe, et l'Iran, les questions d'eau sont aussi très, très, très prégnantes. Il y a eu pas mal de manifestations ces dernières années qui ont été assez peu médiatisées. Encore une fois, il faut prendre France 24 ou TV5 Monde pour avoir des infos.
il y a eu réprimés avec des morts dans des manifestations depuis 3-4 ans pour des questions d'eau, là aussi, parce que la question d'eau iranienne est compliquée. Alors, bon, on est sur l'ancienne Mésopotamie, donc comme on le montre ici, bon, une image du contexte aussi qu'on voit un petit peu aride, mais avec des plaines d'inondations là, qui permettent quand même des cultures. Là, c'est l'Euphrate, donc en Syrie. Et puis, un élément de contexte, je vous ai parlé tout à l'heure, là, pour en savoir plus sur le contexte depuis plusieurs années, il y a notre camarade Pierre Blanc, je ne sais pas si vous connaissez, qui est prof à Sciences Po ici, à Sciences Agro, avait fait ce bouquin là, qui est Le pouvoir, la terre et l'eau, il y a peu de temps. Et alors, il est un peu plus loin, Fabrice Balanche, là, de l'Université de Lyon, a fait pas mal de recherches et de publications. Et je cite celle de 2008, sa publication de 2010. Il disait en début, c'est avant les printemps, hein, en ce début du XXIe siècle, la Syrie est entrée dans une phase de stress hydrique d'autant plus critique qu'elle ne l'a pas anticipé, un problème de politique publique aussi, et qu'elle est très mal armée pour y faire face. Donc le nombre d'habitants, la pénurie d'eau devrait être un sujet d'inquiétude majeur, peut-être, un sujet majeur, rôle déterminant de la sécheresse, donc voilà, comme on en a parlé tout à l'heure. Quelques chiffres peut-être aussi pour voir donc sur l'Euphrate et le Tigre, les chiffres d'utilisation souhaitée et d'utilisation potentielle. Quand on regarde la colonne potentielle souhaitée, on voit que la Turquie, ça va, le potentiel est supérieur à ce qui est souhaité. Par contre, la Syrie et l'Irak, non, ça ne va pas. Alors, sachant que le potentiel, celui-là, il peut couler jusqu'en bas. Le problème, c'est que globalement, voilà, on a des demandes qui sont supérieures je n'en ai pas parlé pour le Nil, mais les accords, ne serait-ce que les accords égypto-soudanais de 1959, où j'avais 55 milliards pour les uns, et je crois que c'est 18 pour les autres. Si on fait le cumul, il faut aujourd'hui, est-ce qu'on a le même cumul potentiel? Ça, c'est pas évident non plus. Il faudrait voir les mesures de débit global. Est-ce que le Nil, j'ai pas trouvé de publication très là-dessus, mais comment évolue le Nil et pas sûr qu'il augmente en tous les cas, voire même. Voilà, donc on a ce double problème, un peu moins sur le Tigre que sur l'Euphrate, mais on en veut plus qu'on en a. Donc déjà à la base, alors hors contexte de réchauffement et amenuisement de la ressource. Donc forcément, ça va craquer à un moment donné. Et donc forcément, si en amont, il y a, donc cette carte est peut-être plus explicite. Donc voilà, là on est sur la partie amont, l'Euphrate ici, là, et puis le Tigre ici. Et donc le projet, donc, dans les années 90, la Turquie développe le grand projet de développement de l'Anatolie, le GAP, avec une série de barrages, dont le principal, c'est le barrage Atatürk ici, là, et puis toute une série de grands barrages qui sont là pour faire des cultures, le coton, enfin plein de céréales, enfin l'alimentation de la population, pas que l'alimentation, parce que une grande partie des exploitations, c'est pour nous vêtir aussi, tout simplement, industrialiser. Il y a une question donc de développement territorial, il y a une question aussi politique derrière tout ça. On est en région kurde. Et alors, il y a double question politique là-dessus. La Syrie héberge Öcalan et le PKK, donc le parti kurde. Donc déjà, si on peut embêter les Syriens en leur coupant un peu l'eau par rapport à cette situation politique entre les deux, c'est pas un problème. Et puis l'autre idée, c'est que si on développe l'Anatolie, on va amener des potentialités d'emploi, donc on va amener de la population turque et on va mixer la population avec les Kurdes, et donc un argument de dire ah non, mais désolé, la population est mixte, on n'a pas besoin d'un pays indépendant. Donc ça c'est une politique que j'ai vu mettre en œuvre aussi au Bangladesh. Aussi, vous savez, le Bangladesh, c'est le Pakistan oriental avec les musulmans, et dans la partie sud des Sundarbans, il y a beaucoup d'hindouistes. Donc la politique du gouvernement, c'est de mettre des musulmans pour mixer et pour empêcher les hindouistes de vouloir se raccorder à la partie indienne. Bon, ça c'est donc voilà, double objectif, un triple objectif, on va dire, par rapport à ça. Et la conséquence, effectivement, alors les Syriens aussi font un certain nombre de barrages. Il a été beaucoup question là, pendant les épisodes Daesh, puisque Daesh avait pris le barrage de Takba à un moment donné. Il avait un petit peu aussi détruit, parce qu'il y a eu des combats autour du barrage. Donc ça, c'était des points stratégiques évidemment très importants.
Et ceux qui sont derrière, l'Irak le subissent de plus en plus. Donc on a un effet comme ça en cascade. Euh, Même si au départ, la Mésopotamie historique, elle est elle est aussi en tous les cas irakienne après Bagdad, etc., avec des sites, et le long du Tigre d'ailleurs, avec des sites archéologiques majeurs, et puis des populations encore aujourd'hui. Alors le Tigre aussi, c'est la même chose, mais un peu moins prégnant peut-être, parce que la Syrie est plus impactée par l'Euphrate que par le Tigre, mais on a ces questions d'effet cascade. Alors juste aussi sur la partie strictement irakienne, cette carte, c'est la partie aval, extraite d'ailleurs du bouquin de Pierre Blanc. Il y a eu aussi des aménagements internes. Alors, vous voyez, la Syrie est là pour se situer, l'Iran ici, et puis donc on a Bagdad là, là j'ai entouré les zones aussi. Là, bon, à Bagdad, en fait, on a les deux fleuves qui sont très proches, et puis après, ça se réélargit un petit peu, mais on rentre aussi dans une zone spéciale qu'on appelle donc la zone des marais, enfin du Tchad el-Arabe, qui est peut-être, d'ailleurs, il paraît que le gouvernement irakien communique beaucoup là-dessus, l'ancien jardin d'Éden, voilà, avec des paysages donc il y a les Arabes des marais, voilà, des paysages aussi de milieux comme les marais du Sud, comme ça, de milieux intermédiaires, avec des populations locales, les Arabes des marais. Il y avait un géographe britannique, la Thesiger, qui avait qui avait passé du temps et qui a fait un bouquin là-dessus dans les années 50-60. Et voilà, donc les Arabes des marais qui ont longtemps été justement, alors je reviens à cette carte-là, vous voyez, il y avait des canaux aussi pour alors, aménager des zones de développement, bien sûr, agricoles, hydro-agricoles, etc. Mais aussi à un moment donné, le canal Saddam, Saddam Hussein avait beaucoup d'opposants chiites, notamment dans cette zone-là. Donc il a eu envie de les empêcher de nuire, en tous les cas, à son régime. Et donc il y a eu un assèchement volontaire par le gouvernement irakien des marais du Tchad el-Arabe, là, dans cette partie-là, Bassora, enfin, qui est dans une des villes qui a été un peu... Et pourtant, c'est une zone, alors, à l'époque de l'occupation britannique, qui a été beaucoup aménagée, alors à l'époque antique aussi, parce que les travaux hydrauliques, ça date de la Mésopotamie, mais qui a été beaucoup aménagée à ce moment-là. Mais en tous les cas, pour revenir au problème d'eau, dans cette zone-là, donc l'Euphrate en entrée en Syrie, c'est les volumes, 28 000 km3, et puis un petit peu moins, et puis encore un petit peu moins. Donc un peu comme le Nil, et là encore même plus que le Nil, le débit de l'Euphrate, et c'est la même chose pour le Tigre, hein, on a une diminution dans la partie en tout cas des marais, et donc on a par les ponctions, par l'hydrologie aussi, et le climat naturel aussi d'évaporation dans cette zone-là. Donc, on a un assèchement dans la partie sud. Et je vous le montre un petit peu en deux cartes. Cette partie, donc là aussi, c'est des cartes. Alors, vous voyez, pour se recaler, on est vraiment dans la partie des marais du Tchad el-Arabe, justement, ici, là, avec aussi la rivière Karoun. Mais les anciens marécages, tout ce qui est en vert, donc c'était en 1973. Et puis en 2000, toute cette partie-là, elle s'est largement asséchée par des travaux volontaires d'assèchement, pour partie en tout cas, volontaires d'assèchement. Or, c'était une zone évidemment où les habitants vivaient de leur milieu, bien sûr, mais si on parle aussi de biodiversité, toutes ces zones-là, c'est des grandes richesses en biodiversité. Alors ça s'est amélioré depuis, puisque il y a eu toute une politique de remise à eau des marais, hein, plus récente. Et donc depuis, on a, d'après les estimations, regagner une quarantaine de pourcents, presque la moitié des marais initiaux. Pas tout à fait, on n'est pas revenu à l'état initial, loin de là, mais on a regagné aussi par rapport à cette fuite en avant là, qui avait été prise à l'époque de Saddam Hussein. Donc voilà, pour dire que justement, dans ce grand labyrinthe, c'est la partie aval qui subit tout ça. Et alors, juste pour revenir sur la rivière Karoun aussi, là, que vous voyez sur le côté, il se trouve que c'est dans ce secteur-là qu'ont été forés les premiers puits de pétrole de la région aussi. Voilà. Et donc, cette rivière-là, il ne faut pas trop compter sur elle pour alimenter un peu plus, parce que ce qui dit pétrole dit industrie, dit besoin en eau et dit un certain nombre d'aménagements. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu la chance d'aller en Iran. Il y a le site de Chouchtar qui est avec des grands moulins incroyables. Alors, moi, j'adorerais aller voir ça parce que c'est un des aménagements hydrauliques les plus extraordinaires
Extraordinaire, ça. Ouais. Donc, vu comme ça, là, il y a un doc qui s'appelle L'Iran à cours d'eau, qui est passé sur Arte il y a peu de temps, qui est visible encore, où on voit pas mal d'images là, de ce site qui date du 11e ou 12e, ouais, qui est extraordinaire, apparemment. Donc, et qui est dans cette région-là. Alors, je vais finir quand même sur une note, parce que l'heure tourne. Hein. Oui, il est midi déjà. Non, c'est pas ça? Ah non, pas tout à fait. Ouais, voilà, mais j'avais fait une capture d'écran là, de Chouchtar, justement, pour montrer un petit peu à quoi ça correspond. Enfin, bon, en tous les cas, il y a tout un aménagement particulier. Et alors, pour revenir sur ces histoires du Tigre et de l'Euphrate, un petit côté un tout petit peu positif quand même de ces histoires d'assèchement, pour le coup, d'eau, si je retrouve, c'est que les étiages peuvent servir aussi à trouver des choses. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Celui-là. Et récemment, donc, des archéologues ont trouvé des choses. Alors, Irak. Pardon. Oui, des archéologues ont trouvé ah voilà, voilà, une cité antique. La sécheresse a permis la découverte d'une ville antique, vieille de 3400 ans et enfouie dans les eaux du Tigre, en Irak. Les archéologues n'ont eu que quelques semaines pour fouiller avant la remontée des eaux. Voici ce qu'ils ont découvert. L'Irak est l'un des pays les plus touchés par le réchauffement climatique. Fin 2021, une sécheresse extrême contraint les agriculteurs à utiliser l'eau d'un réservoir géant pour arroser leurs récoltes. En se retirant, l'eau révèle un site incroyable datant de l'âge du bronze. Le site était déjà connu d'une mission archéologique germano-kurde, car le même phénomène s'était déjà produit en 2018. À l'époque, les archéologues ont découvert un gigantesque palais. Entre des murs de 2 mètres d'épaisseur, 8 salles immenses, ornées de fresques murales colorées d'après des fragments de peinture retrouvés. Wir haben den Fundort zufällig entdeckt, das heißt, wir wussten vorher nicht, dass es einen großen Fundort dort gibt. Wir wussten auch nicht, was es dort geben wird, also welche Kulturen und welche Ruinen von welchen Gebäuden. Das heißt, es war alles ganz, ganz spontan für uns. Janvier 2022. L'équipe n'a que quelques jours pour s'installer et commencer les fouilles au plus vite, avant la remontée des eaux. Autour du palais révélé par la précédente sécheresse, ils découvrent une ville, des fortifications faites de murs et de tours, un complexe industriel, un bâtiment monumental. D'après les spécialistes, ces bâtiments en briques d'argile sont étonnamment bien conservés, car ils ont été ensevelis lors d'un tremblement de terre. Cette ville serait un lieu de pouvoir du grand empire mitanni, qui régnait sur le nord de la Mésopotamie il y a 3550 ans. La puissance de ces chefs indo-européens menaçait l'influence des pharaons au Proche-Orient. Le royaume mitanni n'a pas résisté à ses rivaux égyptiens et assyriens. Mais, contrairement à ses ennemis, l'empire mitanni est mal connu des historiens. On ignore la localisation de sa capitale et son mode d'organisation politique. Le nom même de cet empire n'est connu qu'à travers des inscriptions égyptiennes. Or, les fouilles du site de Kimoun ont révélé un précieux trésor. Une centaine de lettres d'argile. Elles sont écrites en cunéiforme, une des plus vieilles écritures connues à ce jour et originaire de la même région. La traduction de ces lettres devrait permettre de mieux connaître l'Empire mystérieux. Après 2 mois de fouilles, l'eau est remontée, et pour l'instant, les recherches sont suspendues.
Voilà. Donc ouais, voilà. Un bon petit étiage, ça peut servir quand même aussi à trouver des choses. Et je suppose que la délégation, donc, ils doivent attendre la prochaine sécheresse pour pouvoir œuvrer. Voilà, mais je vais en rester là. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, des remarques, je suis à votre disposition. Moi, j'avais une première. J'ai une question sur les transferts. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de régions où il y a presque trop d'eau dans l'abondance Oui, et à quelques 100 kilomètres, ça sécheresse. oui, Quand je connais Madagascar, le sud de Madagascar est dans une situation catastrophique, ils n'ont plus d'eau. oui. La région Tuléar. Alors que sur les plateaux de Madagascar, on fait du riz, il y a beaucoup d'eau à l'abondance. Il faut faire des canaux de 100, 200 kilomètres. Et ces pays sont trop pauvres. Ouais. Et nous, on envisage de faire, l'Espagne cherche à faire venir de l'eau, mais c'est très difficile, ces questions de transfert, parce qu'on ne peut pas financer des installations gigantesques, Mhm. parce que de l'eau, elle y est, mais elle est un peu loin. Mhm. Mais il faut avoir les moyens, oui, ce que je disais, il y a les pays qui ont les moyens, et en étant seuls aussi, pour pas que ça pose des problèmes géopolitiques, il y a la Chine, comme je disais, le Maroc. Le Maroc fait transfert d'eau. Le Maroc tire. Alors, si vous allez à Marrakech, il y a un très très bon musée, le musée de l'eau, là, qui a été inauguré pour la COP, je ne sais plus combien, là, à Marrakech, qui est très 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 bien et qui résume de façon très didactique les questions. Ils tirent toutes les ficelles, enfin tout le maximum, parce qu'ils sont en limite permanente. Et en limite permanente, vraiment. Donc la réutilisation des eaux usées, le transfert d'eau de interbassin. Après, quand on fait des grands aménagements, il faut être sûr que ça va servir un petit moment, quoi. Parce qu'il y a aussi le problème des irrégularités, qu'elles soient saisonnières. Je n'ai pas parlé de régime hydrologique, mais bon, le Nil est un exemple. Il y a un étiage très net, très long, et puis il y a la saison des crues. Voilà, mais après, quand on le voit pour le Nil ou pour toutes les zones, quand l'étiage est plus long, c'est problématique aussi. Donc, quand on transfère de l'eau d'un côté à l'autre, il y a un gros projet de transfert depuis plus de 20 ans entre le Congo, enfin, l'Oubangui précisément, et le lac Tchad à travers le Chari. Mais les pays Congo, les deux d'ailleurs, et la Centrafrique, qui n'est pas tout à fait d'accord, en plus, c'est pas très stable non plus. Donc le chantier, on a l'épisode de Djonglé qui quand même aussi a marqué les esprits quand on investit beaucoup et que ça finit en petite guerre, ça n'encourage pas forcément. Alors pour Madagascar, le problème c'est que voilà, comme je disais, le problème c'est que les fonds internationaux sont difficiles à mobiliser sur ces questions de l'eau. En plus, il faut toujours, c'est du cofinancement, donc il faut que l'État lui-même en mette un peu, et comme je pense qu'ils n'en ont pas beaucoup. Et après, il faut voir que si ce qu'on prend au nord là, pour le mettre au sud, est-ce que ça ne va pas poser un problème aussi? Parce que le riz, si on fait du riz au nord, c'est qu'il y a beaucoup d'eau. Oui. Voilà, donc il faut pour du riz, il faut beaucoup, beaucoup d'eau. Donc ça, c'est l'autre question. Mais, et comme pour revenir au riz, c'est vrai que le Mékong, par exemple, ou la grande plaine fertile du Mékong vietnamien, c'est un grand grenier. Et les barrages, là, pour le coup, en amont, commencent à poser quelques questions, quoi, en aval. Oui, oui, d'ailleurs, on ne parle plus du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan avec la mer d'Aral et la Moldaria et les Oui. On n'en parle plus parce que alors ça s'était un peu amélioré. Le choix avait été clairement fait par alors c'est au nord, je ne sais plus le pays turc, Kazakhstan, je ne sais plus, parce que j'ai toujours du mal, je les mélange un peu tous. Mais donc au nord, c'est la Moldaria. Ouais, c'est ça. Le choix avait été fait de remettre à un eau la petite mer d'Aral du nord et de laisser tomber celle du sud. Donc il y a eu alors, sauf que là, justement, moi, j'ai participé avec un gars là, qui travaille sur un dock sur la mer d'Aral. Enfin, pas sur la mer d'Aral, mais c'est sur la Garonne. D'ailleurs, qu'on projettera le 4 avril à l'Aquaforum, ça s'appelle Garonne Précieuse Goutte d'eau. Et lui, il me disait qu'il travaillait sur une série là, sur la mer d'Aral. Et apparemment, même la petite mer d'Aral, la reconstitution de la petite mer d'Aral est un peu remise en cause. Parce qu'apparemment, ils ont tiré à nouveau des canaux. Parce que cette zone-là, c'est la zone
de coton, quoi, surtout. Ouais, alors, il y a eu un premier canal qui shuntait une partie du sud, c'est la Sirdaria, au sud, ça, vers le canal de Karakoum, je sais pas si donc c'est la Caspienne, je crois. Donc, il y avait un détournement d'eau, en fait. C'est ça, au départ, le fait de base. Donc, il y a eu une amélioration. Et là, apparemment, l'amélioration se tasse, si ce n'est qu'on retournerait peut-être un petit peu en arrière. Mais clairement, la grande mer d'Aral, elle est fichue, quoi. Elle est morte. Hein. Ouais. La petite mer d'Aral au nord, et bon, ça était un cours de reconstitution. Mais c'est sûr que c'est des choix de développement, encore une fois, et de long terme. Et puis, c'est des investissements énormes, les canaux de transfert. L'histoire de la Chine, c'est depuis Mao. C'est Mao qui avait lancé ça, hein, qu'il faudrait transférer de l'eau du sud vers le nord. Donc, bon, depuis, on en est alors, à ma connaissance, le canal de l'Est est fait, le centre est en cours, et le ouest, qui est beaucoup plus compliqué parce qu'on peut avoir des chaînes montagneuses, et qu'il faut traverser, il faut faire des tunnels, j'imagine, enfin, qui va être énormément coûteux, ça, c'est pas encore fait. Et en plus, en amont, c'est surveillé de près par les autres pays du coin, parce que, bon, pour l'instant, ils prendraient que de l'eau du Yangtze. Sauf que il y a le Mékong, enfin, tous les fleuves d'Asie partent de Tibet, et donc de la région chinoise. Et donc, tout le monde regarde d'un œil attentif ce que font les Chinois sur les têtes de réseau de leur fleuve à eux. Donc, bon. Donc, pour l'instant, ça ne bouge pas trop, puis c'est hyper compliqué. Mais c'est sûr que, bon, aujourd'hui, nos Pyrénées orientales sont dans une situation où il va falloir sans doute trouver une solution. Je ne sais pas, parce que bon, il y a eu interdire les piscines, mais bon, ça va pas bien loin. Donc, voilà. Mais c'est sûr qu'il y a Ou alors, je me disais, est-ce que c'est l'eau qui est mal répartie ou la population qui est mal répartie? Ça, c'est après à voir. Quoi. Bah, en fait, c'est aussi, même chez nous, on en parlait avec le SMEGREG, le réflexe, quand on fait un lotissement dans un quartier, enfin dans une ville, je sais pas, je pense à l'Entre-deux-Mers notamment, parce qu'on a un problème là, sur l'Entre-deux-Mers. Les communes ne se posent pas de la question de l'eau avant. Ils disent, bon, voilà, il y a un terrain, là, on va construire. Tiens, et puis, en fait, voilà, bon, le château d'eau actuel, il n'est pas suffisant. On va creuser, on va en faire un autre forage. Mais la question, c'est est-ce que le niveau de la nappe est suffisant, parce que c'est sur les nappes souterraines, pour accueillir 20 000 habitants de plus, puisque c'est la question en Gironde. Globalement, on a 20 000 habitants de plus, donc ce qui fait que tous les efforts faits, je disais, on est les meilleurs en Gironde, fait depuis une vingtaine d'années, pour baisser le niveau de consommation individuelle, en fait, se voit pas, parce qu'on est toujours le même niveau de consommation globale, puisqu'on est un peu plus nombreux chaque année en région attractive. Donc, bon, c'est ça aussi l'équation à résoudre. Et se poser la question, justement, de l'aménagement du territoire, peut-être en mettant la ressource en eau en premier plan et pas au dernier moment. Tiens, en fait, il faut de l'eau en dernier plan. Mais bon, voilà, ça se fera hein, de toute façon, de plein gré ou de mauvais gré. J'avais deux questions. Quand on Attends, a exposé qu'il y avait une très grande richesse d'informations, tu as souvent fait appel à l'archéologie. Or, justement, quand on regarde en arrière, par exemple en Jordanie ou les Nabatéens, etc., ils étaient capables de vivre et de cultiver, de se nourrir, d'avoir des piscines, des spas, etc., alors, dans une région où il n'y avait pas plus d'eau avant que maintenant. Donc peut-être que si on arrivait à prendre conscience que les anciens avaient des solutions peu exigeantes en énergie, mais exigeantes en imagination, on arriverait peut-être à résoudre un certain nombre de problèmes. Sans doute. Alors, peut-être que tout le monde n'avait pas la piscine à l'époque. Aussi. Il y avait une hiérarchie sociale. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme la formule d'Oderlin, c'est là où croit le danger, croit la solution, enfin, la solution, je ne sais plus exactement que j'ai noté d'ailleurs dans les articles. Mais il y a les canates, par exemple. Ça, c'est